Émission 924. Cette semaine, Ultimate Wolverine Volume 1 de Winter Soldier. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. C'est nous autres. Yeah. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Allô? Allô, Benoît Mercier au micro et cette semaine, c'était quoi ça? Je sais pas. En plus, j'ai entendu de l'écho. Là. J'ai entendu mon allô en écho. Là, puis moi, j'ai répondu sans aucune hésitation. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré de l'équipe dont les membres sont actuellement dans leur forme Ultimate. Ah, crème maison. Ça va pas. Ça va aller en descendant. Check bien ça. Je voulais présenter à l'instant le premier régénère constamment son pouvoir, celui de faire des liens entre les films. Simon Chénier. Oh, shit. Salut Simon. Hey, salut. Ça fait longtemps qu'on a parlé de ton pouvoir de faire des liens entre les films. Hey, c'est vrai. Ça faisait partie de ton lore avant. Puis il me semble que récemment, en plus, j'ai trouvé quelque chose de vraiment bizarre, quelque chose de vraiment précis. Attends, je vais essayer de me souvenir c'était quoi. Il y a un lien entre... Ah, Chris. Non, ma tête veut rien savoir, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que tu vas y repenser tantôt. Là. Peut-être que ça va me revenir. Ça va me revenir. Parlant de lore, là, c'était dans les dernières semaines, j'arrête pas de revenir sur le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Moi, je veux avoir plus de lore éventuellement sur les frères squelettes. Les gens en demandent sur le Discord. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est des frères squelettes. C'est quoi leur deal? Ouais, va faire une apparition éventuellement dans une émission spéciale des Mystérieux Étonnants. Qui sait, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais le lore des frères squelettes est un puits qui n'a pas été puisé. Ouais. Il n'a pas été puisé. Ouais, il n'a pas été puisé. J'ai retrouvé mon lien que j'ai découvert récemment. Ouais. Saviez-vous qu'on peut faire facilement un lien entre Martin Sinclair et Jackie Chan? Non, mais je suis très intrigué. Parce que récemment, on m'a envoyé une vidéo de Jackie Chan qui chante la chanson... En fait, c'est un cover d'une chanson de Gilbert Montagnier, qui est celui qui chante... Attends. En tout cas, c'est parce que je me souviens même plus de la tune, ça va bien, mais Martin Sinclair a fait le même cover. Fait qu'il y a un lien entre les deux. Jackie Chan et Martin Sinclair ont fait un lien, ont fait un cover. Ah, tabarnak, ça va pas bien. C'est drôle parce que tantôt, tu es en train de me dire que tu avais plus d'énergie à cause de ta machine Ouais, puis là, mon cerveau, il est plus là. Bref, Jackie Chan a fait un cover d'une tune de Gilbert Montagnier. Et Martin Sinclair a fait un cover de la même chanson. Donc, voici le lien entre les deux. C'est juste que je me souviens pas du titre de la tune. On demandera à ChatGPT. Mais je pensais que tu allais me dire que dans la fameuse séquence dans Rush Hour, quand les deux sont en train de changer la radio dans l'auto, peut-être que dans les postes qui sélectionnaient, il y avait une toune de Martin Saint-Pierre ou quelque chose comme ça qui... ça serait fou. Ça aurait été malade. Faites le montage à la maison. Ça allait faites-le sur YouTube. Faites-le, c'est ça. On en fait trop, nous autres. Ouais. En parlant d'en faire trop, gars, check-moi bien le lien, je l'avais noté, mais toi, tu as un truc qui vient de sortir sur ton Patreon, Simon. Oui. Oui. OK, on passe à autre chose. Veux-tu en faire la promotion? Oui, puisque sur mon Patreon, je fais des mixtapes d'archives. Un des bonus aussi, c'est un commentary track en vidéo que je reçois quelqu'un chez nous et on regarde le mixtape. Et là, j'ai reçu Johan, Carl Wissel, notre collègue, et on a écouté mon spécial de Halloween tissé serré. Et on a jasé là-dessus. Donc, c'est disponible sur le Patreon. Il faut être membre du tiers les démons du midi. OK. Wow, c'est un très bon nom de tiers. Puis, c'est ça. OK. Puis ça dure combien de temps? 1h15? 1h30? Ça dure à peu près 2 heures. Oh, 2 heures, hey! Ouais. Ça vaut la peine quand même. Ben, tu sais, Yoann puis moi qui jase, ça peut être long. Là. Oui. Oh, oui. Moi que mon cerveau fait des liens random, puis Yoann qui a de la misère à suivre, là, ça... c'est ça qui arrive.
Excellent. Je l'ai vu d'ailleurs, Yoann, hier, puis pour faire un lien en parlant d'être super occupé. Là, pour les gens à la maison qui écoutent en live les lundis, peut-être que vous le voyez. Sinon, pour les gens qui nous écoutent en balado, c'est comme ça qu'il faut que vous nous écoutiez. Vous le voyez pas, mais je porte un beau coton ouaté gris avec une voiture. Et sur cette voiture, il y a un beau petit dessin. En fait, il y a un dessin d'une voiture avec un sapin dessus. Parce que le sapin Les Boules revient cette année. Je pense que ça fait une couple de fois que je vous en parle. C'est une troupe à laquelle je fais partie. Yoann aussi en fait partie. Donc, on refait certaines scènes clés du film de Christmas Vacation, Le sapin a les boules, diffusé, projeté en français, en version francophone, dans le Club Soda. Et cette année, ça revient pour 4 dates, le 18, 19, 20 et 21 décembre prochain. C'est un gros trip, c'est comme une nouvelle tradition. Pensez un peu Rocky Horror Picture Show, version noëlée. Les gens viennent costumer selon certains des personnages qu'ils préfèrent. Pas tout le monde, là, mais il y a une bonne partie des gens qui le font, où ils mettent tout simplement leur vieux gilet de Noël dégueu. C'est vraiment excessivement festif. Il y a aussi des représentations pour les enfants d'après-midi, donc pour aller jeter un coup d'œil. Parce que maintenant, on a un sapin. On a un site internet, lesapinslesboules.com. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus. Achetez vos billets, ça risque d'être bien cool. Et là, on a commencé à vendre la merch durant Space parce que la personne qui est derrière ça, c'est notre ami Jarrett Mann, qui s'occupe également du festival Space. Donc, il a vendu de la merch de Space à la dernière édition du festival, mais aussi de la merch du sapin Les Boules. Puis il a commencé à vendre ça. Puis c'est vraiment du beau stock. D'ailleurs, le dessin qui est sur mon beau sweater, c'est de l'artiste Caroline Bro, Cab, que on a déjà reçu à l'émission, qui fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. J'arrête pas de name-dropper, là, tout ça pour dire que c'est un gros événement vraiment cool. Puis en fin de semaine, je réalise pas un rêve, parce que je savais pas que j'allais faire ça dans ma vie un jour. Tu savais pas que c'était ton rêve, mais là... Là, je suis quand même assez fébrile, parce que la troupe du Sapin Les Boules va participer à la parade du Père Noël qui aura lieu le samedi 22 novembre. Dans les rues froides de Montréal. C'est très cool. Donc, on va être là avec l'auto qu'on retrouve dans le film, la fameuse auto qu'on voit sur mon sweater, là, sur mon beau truc. On l'a trouvé, en fait, je pense que c'est un fan de l'événement qui est un fan du film, un fan de l'événement et aussi un fan d'auto. Il collectionne des autos. Donc, t'imagines l'espèce de cercle. C'est comment t'appelles ça? Ouais. Ça s'entresecte et c'est lui, il nous a dit, voulez-vous, je peux vous prêter si vous voulez la voiture. Puis au début, Jarrett disait, hey, on va la mettre juste devant le Club Soda, devant les représentations, ça va être cool. Il dit, non, je vais contacter les organisateurs de la parade du Père Noël, puis ils ont accepté. Donc, ce samedi, on va aller s'égeler en faisant je pense que c'est sur René Lévesque, si je me souviens bien. Donc, c'est à peu près 1 heure, je ne sais pas exactement, là, mais on risque de se retrouver à la télé. Fait que si vous voyez un gars qui joue un dude de 13 ans, mais qui en a clairement 44, ça sera moi, avec ma belle perruque, puis la gang du sapin. Donc, c'est un gros trip, c'est vraiment le fun. On va commencer les répètes bientôt pour pouvoir vous accueillir les 18, 19, 20 et 21 décembre prochain. Ouais, t'es-tu déjà venu, toi? Je pense pas que t'es venu en représentation. Mais ça vaut la peine. Non, mais ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun de ce que j'ai vu. Il y a du lait de poule, man. Tu peux acheter du lait de poule simple ou alcoolisé. C'est génial. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison de ne pas venir au sapin les boules. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Puis là, quand je dis toi, je parle pas de toi, mais le toi avec un T. Oui, tout le monde. Vous à la maison. Fait que, c'est ça. Pas dimanche, mais le mois de décembre va être super occupé. D'ailleurs, en parlant d'être occupé, on a quelque chose qui s'en vient, nous autres, le 22, le lundi 22 décembre. Le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants. C'est une tradition à chaque année. C'est la dernière épisode de l'année. Et cette année, on fait ça le lundi 22 décembre. Pourquoi le lundi 22 décembre? Parce que je viens de vous nommer 4 dates qui viennent de prendre une bonne partie de ma semaine puis mon week-end. Ouais, c'est ça. Donc, c'est impossible de faire ça le samedi ou le dimanche. Donc, on va faire ça le lundi 22. Il va y avoir Simon va être là, Yoann va être là, va aller le confirmer, Laurent aussi. Jake, pas sûr. Il a dit qu'il allait confirmer, mais qu'il ne sait pas où il va être à cette période-là. C'est que ça se peut que Jake ne sera pas là en présentiel, mais il sera là dans nos âmes, dans notre mois. Qu'est-ce qu'on avait fait l'année passée? On avait fait ça chez vous, c'est ça? Non, on avait fait ça chez Gauthier. L'année passée, chez Gauthier. Oui, puis on avait amené Jason Dénommé, notre tech, là, qui vient filmer souvent nos spéciaux, puis le kit. Puis justement, ça paraissait qu'Yoann et moi, on était fatigués parce qu'on venait de sortir d'un gros rush du sapin. On va essayer de ne pas avoir cette énergie-là cette année parce qu'on sait... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai accroché le bouton avec mon petit doigt. je pensais que Laurent était déjà là. Non, Laurent n'est pas encore là. J'ai accroché son bumper avec mon petit doigt. Fait que non, c'est ça, mais cette année, on va faire ça ici. Puis ça risque d'être bien cool. Fait que ça va être bien cool. C'est comme ça qu'on clôture l'année. Puis après, on revient en janvier. Puis en janvier, ça va faire 20 ans que le podcast existe.
Ouais, j'ai eu la même réaction. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Ouais, je sais pas. Aïe, aïe. Ouais, aïe aïe en crise, man. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est ça pour les grosses annonces. Tu veux-tu continuer les annonces, les nouvelles? Si tu veux, je vais prendre ça un petit peu relax parce que j'ai checké mes nouvelles, puis c'est un peu pile-mile mes affaires, mais j'ai des trucs que je veux jaser. Tu veux ton petit bumper? Let's go. Let's go. Tant qu'à accrocher le bumper, Laurent, on va faire jouer. Ouais. C'est pas ma nouvelle, mais je veux juste tenir les gens au courant de mon marathon de lecture X-Men. Je suis très proche d'arriver à la run de Morrison. Il me reste vraiment pas beaucoup de numéros à lire avant de tomber là-dessus. Fait que j'ai bien hâte. Oui, avec Frank Whiteley au dessin. Exact. Ouais, c'est une très bonne run. Fait que c'est ça. Mais là, je vais vous parler, tu sais, il y a la fin de semaine du Vendredi fou. Oui, on arrête. Ouais, mais on dirait que le Vendredi fou, maintenant, c'est tout le temps. Là. C'est comme la semaine avant le Vendredi fou, la semaine après le Vendredi fou. Le jour avant, c'est comme on sait. Voyons. Ouais. La moitié de l'année avant, ça arrive des fois. Mais c'est ça, puis avec ça vient tellement de cochonneries puis de merde. Mais l'affaire, c'est que aussi, c'est là que les boutiques labels de Blu-ray font des annonces et sortent du stock spécial. Et là, on a Severin, une bonne compagnie qui fait des annonces présentement une fois par jour, ils dévoilent un titre qu'ils vont publier. C'est-tu des nouvelles éditions ou c'est des trucs qu'ils ont déjà publiés? Okay. Non, c'est ça, c'est des nouveaux trucs. Et j'en ai noté quelques-uns parce que il y a des choses intéressantes. Premièrement, il y a le film Adam and Eve, ou Adam and Eve, prononcez-le comme vous voulez. Dans tous les cas, ça n'a pas existé, fait qu'on s'en gâte. Qui est un film qui, moi, est très... Je te dirais que c'est comme un film un peu perdu dans les terres du cinéma italien cheap, qui était tough à trouver. Parce que ça met en vedette Marc Grigori, qui est la vedette des Bronx Warriors. Lui... le beau basané avec les cheveux longs, là. Ouais, c'est ça, avec les cheveux longs. Puis là, il joue Adam. Le film était juste disponible. Tu sais, genre, je le trouvais juste en italien, avec, tu sais, copie cheap. Mais là, c'est ça, Severin a mis la main sur une copie et a décidé de le sortir. Donc, on a ce Blu-ray qui va sortir. Et c'est Adam et Ève, mais mélange avec des cannibales. Il y a des cannibales là-dedans. Parce que un des autres titres, c'est genre Adam and Eve Against the Cannibal ou quelque chose du genre. Pourquoi pas? Fait que c'est ça. Cette fois-ci, ils n'ont pas mangé que la pomme. Non. Fait que, tu sais, juste pour la rareté de l'objet, je pense que ça vaut la peine pour les curieux. Sinon, on a un classique kung-fu qui s'appelle The Crippled Masters. Et ça, c'est le fameux film où c'est deux dudes. Il y en a un qui a un handicap au bras, puis il y en a un qui n'a pas de jambes. Puis là, les deux, ils se battent ensemble. Un tient l'autre sur son dos. Puis ce film-là, trouver une copie aussi qui a de l'allure, c'était difficile. Même qu'il y a eu un Blu-ray il n'y a pas si longtemps, mais c'était comme un scan vraiment cheap, ou en tout cas, de ce que j'ai lu, là, c'était la qualité n'était pas bonne. Ça pas la peine, ouais. Non, c'est ça, mais là, on aurait une bonne version qui va sortir avec 3 heures de documentaire et de trucs de plus. Donc, ça aussi, ça en est un qui vaut la peine. Et le troisième, dans ceux qui ont annoncé, qui m'intéresse, c'est un film qui s'appelle Student Confidential. Et ça aussi, c'est un film, c'est la première fois en Blu-ray. Et il y a 2 versions du film, la version theatrical et la version director's cut. Et ça, c'est un film, un vanity project d'un gars. C'est
C'est un gars qui a fait sa fortune en inventant quelque chose pour nettoyer des vinyles. OK. Et lui, il a décidé d'écrire, produire et de jouer et de réaliser dans ce film-là, où il joue quand tu vas à l'école puis que tu rencontres un conseiller là, qui te dit comme tu peux aller étudier là-dedans, blablabla. Ben, il joue ce rôle-là, mais dans ce film-là, il arrive plein de bad luck et il se fait comme aidé par des étudiants. En tout cas, c'est l'histoire, quand tu le racontes, est pas... tu dis, bon, OK, c'est pas super intéressant, basic, mais le film, il y a des choix là-dedans qui sont vraiment particuliers. L'acting est tout croche. Puis c'est vraiment un vanity project qui me fascine. Et je ne pensais pas un jour que ça allait être disponible en Blu-ray. Donc, il y a une très belle édition qui s'en vient par Severin qui va être disponible en précommande le 28 novembre. Donc, tenez-vous... c'est ça. Fait que là, il annonce ces films-là. Ouais, c'est un très bon argument de vente. Ouais. Là, il annonce ces films-là pour la sortie juste pour le Vendredi fou. Ouais. Mais au niveau prix, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est quand même une certaine réduction ou c'est tout aussi cher que les autres éditions? Non, c'est tout aussi cher. Ouais. C'est ça, c'est plus l'événement. On a des nouveaux films, là, puis vous allez les avoir dans une couple de mois parce qu'ils sont pas prêts. OK. Bon. C'est de même, ça marche. Ouais, mais moi, je suis un sucker, puis je vais en acheter une coupe. Fait que voilà. Il y en a d'autres, là, il y en a annoncé d'autres. Là. Vous pouvez aller voir l'Instagram de Severin, Severin Films. Mais ça, c'est ceux qui m'intéressent. OK. Excellent, excellent. Moi, j'ai aussi... toi, tu parles de tes films de Severance. Moi, je parle de quelque chose qui est proche de mes intérêts. Là, c'est pas Scream, c'est Star Trek. Mais ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être Scream aussi. Il y a Deadline qui rapporte que le duo John Francis Daly et Jonathan Goldstein, le duo qui est derrière le film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, que j'avais bien aimé, j'avais beaucoup bien aimé, ont été engagés par Paramount Pictures pour scénariser et réaliser un nouveau film de Star Trek qui n'est pas du tout connecté à ce qui a déjà été fait auparavant. Donc, autant les personnages que les timelines. On ne revient pas dans la Caven timeline qui était popularisée par l'équipe de Chris Pine, donc, dont le dernier film était en 2016 avec Star Trek Beyond. Film qui avait quand même rapporté 343,4 millions de dollars. Puis pourtant, ça a été hyper compliqué à ramener le projet sur les planches. D'ailleurs, depuis, il y a eu une demi-douzaine de projets qui ont été lancés et puis abandonnés, dont des suites à Star Trek Beyond qui n'ont finalement jamais vu le jour. Et même un scénario qui était parrainé, quoique peut-être écrit, là, c'est pas très clair si c'est lui qui l'a écrit ou il avait engagé quelqu'un pour l'écrire, là, mais un scénario de Star Trek parrainé par Quentin Tarantino, qui était côté R. Puis ça même, ça n'a pas vu le jour. Donc, j'ai aucune idée quelle timeline ils vont explorer, quelle facette de la franchise ils vont explorer, mais ça semble être lié à des nouveaux personnages, à des concepts qu'on n'a pas déjà vus. Puis c'est un duo qui avait vraiment bien, je pense, je veux dire saisi, mais saisi plutôt. C'est quoi une bonne partie de donjon? Il y a le lore, mais aussi c'est l'espèce d'inventivité, puis la folie qui peut arriver dans ces parties-là, parce que ultimement, quand tu joues à Donjons et Dragons, c'est quoi? C'est des murdering hobos. Là. C'est juste du monde qui font le chaos. Là. C'est rare qu'on y va à fond dans le gameplay puis dans le roleplay. Donc j'ai hâte de voir si ça va être une interprétation plus humoristique ou plus terre-à-terre, qu'importe. J'ai vraiment hâte. Et tu vois, c'est Paramount Pictures qui avait jadis, je pense, qui avait produit Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Donc c'est pas surprenant qu'ils ont donné ce genre de projet-là à eux qui ont déjà eu quand même un certain succès. Qu'est-ce que tu allais me poser une question, je pense? Ouais, je pense que c'est eux qui avaient peut-être écrit le premier Spider-Man du MCU. Ils ont écrit un de la gang, mais je ne sais pas si c'est une partie du scénario. Je pense que c'est John Francis Daly, parce que lui, c'est un acteur enfant. Oui. Il était dans... Freaks and Geeks et dans le film Waiting avec Ryan Reynolds. OK. Tu sais, le gars dans Waiting qui a sa première journée d'initiation au diner, puis qui dit rien du film, c'est cet acteur-là qui joue, qui est un des deux réalisateurs scénaristes. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un duo que j'avais bien aimé. Leur premier... Ils ont fait d'autres choses là, que j'ai malheureusement pas vues. Puis c'est vrai qu'ils ont scénarisé un des premiers Spider-Man, mais je sais pas si c'est le premier ou c'est... Est-ce que c'est le dernier? Ça pourrait-tu être comme No Way Home? Ou je me trompe?
Peut-être. Honnêtement, Écoute, c'est pas comme si on avait tous les outils pour checker. Là. Ça me tente pas là, de taper. Là. Mais c'est ça. Là. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. On préfère dire qu'on le sait pas. C'est que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, d'ailleurs, ça me fait checker, penser... là. Allez checker. Ça me fait penser, en fin de semaine, je suis retourné au podcast de mes amis les drôlistes auquel je participais avant la pandémie. Donc, c'est un podcast de Ben Gagnon, Yann Richards, avec qui je collaborais dans le temps à Monsieur Net, et notre ami Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Puis, on joue des games de roleplay. Bon, puis moi, je suis pas un grand joueur de jeux de table ou de RPG parce que je retiens pas les calices de règlement. Mais j'ai toujours eu du plaisir avec eux. Puis on a joué un nouveau jeu qui s'appelle Shadow Dark, qui est comme plus orienté old school playing. T'sais, des petites règles pas très, très compliquées. On garde ça simple pour avoir des parties relativement courtes. Ça joue qu'une mécanique de torche que tu allumes dans des grottes ou des donjons que tu explores. Donc, autant de temps se passe dans la vie que dans ta partie. Donc, s'il y a 1 heure dans la vraie vie, il y a 1 heure qui s'est passée dans ta partie. Puis, j'ai eu bien du fun. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais jetez un coup d'œil au fil RSS des Drôlistes. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes et je suis dans le dernier épisode. Puis, si ça vous tente, envoyez un commentaire sur l'épisode. Comme ça, ils vont peut-être me réinviter pour la prochaine fois. Je serais bien heureux d'y retourner. On n'a pas fini d'ailleurs notre quête, donc on a encore du pain sur la planche. Beaucoup de trésors à dénicher. Allez, jetez un coup d'œil aux Drôlistes. C'est vraiment un beau petit projet. Continue avec toi, mon Simon. Une petite nouvelle de Marvel Comics. On a Ils ont annoncé, en fait, la nouvelle série de Daredevil. Qui va travailler là-dessus? On a Stephanie Phillips qui va écrire celle qui avait écrit Phoenix, qu'on a lu au show. Qui était bien, j'avais bien aimé. Ouais, et dessiné par Lee Garbett. Moi, je suis Stephanie Phillips sur TikTok, puis ça faisait longtemps qu'elle annonçait comme j'ai un gros projet, puis je peux pas en parler. Puis finalement, c'est ça, puis c'est parce que c'est son personnage préféré. Puis ça fait longtemps qu'elle veut l'écrire, et là, ça se passe. Ça va sortir en mars 2026, et là, je suis un peu en retard dans mon Daredevil, fait que je sais pas où ce que ça a fini avec la dernière run, mais je sais qu'il y a eu une pause. D'habitude, tu sais, on a tout de suite une nouvelle run qui commence, mais là, ça faisait un petit bout, je pense qu'il n'y avait pas eu de nouveau. Ah oui, il y a pris une pause au niveau des publications. Il me semble que ouais, puis c'est ça, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec Daredevil. Et là, c'est ça recommence. Et là, de ce que je comprends, pour ce qui est de Daredevil, évidemment, il va combattre le crime et tout ça, mais Matt Murdock, là, à place d'être un avocat, évidemment, il continue à être un avocat, mais il va avoir une nouvelle job comme professeur de droit. Donc, je suis curieux de voir comment... Un peu comme Spider-Man avait fait, comme Peter Parker avait fait une certaine période. Il était enseignant, je pense, à la petite école. Quand c'était J. Michael Straczynski qui l'écrivait, il me semble, il était devenu professeur. Donc, c'est ça qui s'en vient. Moi, je suis curieux parce que j'aime toujours toutes les versions de Daredevil sont fun, surtout dans les dernières années. Là, depuis Bendis, après Brubaker, après c'était... Mark Waid qui était revenu avec un Daredevil plus lumineux. Après des années de noirceur et de... C'était très greedy, là, on s'entend, Daredevil à une certaine époque. Là. Il y a Charles Soules qui l'avait fait plus... Charles Soules était un avocat, donc on parle beaucoup de tout ça. Puis Chip Zdarsky qui a fait une longue run, qui l'a envoyé en enfer et tout ça. Fait que, on dirait que toutes les versions sont le fun. Je pense que c'est un personnage qui se porte à ça. Puis je suis très curieux de voir ce que Stephanie Phillips va faire avec ça, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'habitude. Ce qui est tout aussi intéressant, je pense, de cette série, c'est qu'il n'y a pas 10 000 titres. Tu sais, un Spider-Man, un X-Men, il y a tout le temps 3 ou 4 titres en parallèle, puis ça peut devenir mélangeant. Ma seule critique, et la critique que je fais depuis des années, c'est qu'une run qui n'arrête pas de rebooter au numéro 1, ben, dans la bibliothèque, c'est un peu... En fait, je pense même pas dans la bibliothèque, c'est surtout pour les lecteurs qui sont néophytes. Comment tu essaies de suivre ça, tu sais? Par exemple, on est rendu au 4e volume de la série qui commençait en 2019, mais on est en 2022. Tu sais, c'est parce que souvent, entre guillemets, entre parenthèses, ils mettent l'année que ça a commencé, mais
c'est ça. Je comprends l'idée de vouloir faire un numéro 1 pour essayer d'aller chercher du nouveau monde, mais c'est pas un vrai numéro 1, puis ça fait que juste les gens sont confus en bout de ligne. Fait que c'est pas très, très aidant. Puis j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas adressé ce côté-là du comic. C'est mon côté de vieux monsieur, là, un peu fâché. ça m'énerve tout le temps. Je trouve que c'est comme une occasion manquée d'amener des nouveaux lecteurs. D'ailleurs, j'ai un exemple parce que c'est ma nouvelle, Simon, que tu avais aussi dans tes nouvelles. Après plusieurs années d'absence, le retour tant entendu du scénariste Brian Michael Bendis chez Marvel Comics. Et pour un numéro très spécial, numéro 800 de The Avengers, qui va sortir en janvier 2026. Donc, Bendis va faire équipe avec son acolyte de longue date, Mark Bagley, qui est dessinateur, qui a travaillé sur Ultimate Spider-Man. Ils ont travaillé sur tous les numéros d'Ultimate Spider-Man jadis. Il y a une excellente, très longue run. Puis Bagley, lui aussi, c'est quelqu'un qui a dessiné pendant longtemps du côté de Marvel Comics. Et là, Bendis avait quitté en 2018, ou plutôt en 2018, c'était son dernier numéro. Et là, les deux vont se réunir pour une histoire de 14 pages, qui va être disponible dans Avengers 800. Pourquoi je faisais un rappel, ou plutôt un lien? C'est que c'est pas vraiment Avengers. Oui, c'est Avengers 800, si vous comptez depuis le début, dans les années 60, des Avengers, mais c'est la run, c'est le numéro 34 de la run actuelle de Jed McKay. c'est là où ça vient fucked up. Les Legacy Numbers qu'ils appellent, je pense. Oui, c'est ça. Qu'on continue à compter, mais on compte à partir du moment où on décide que l'on ramène ça à 1. Ouais. Mais le 1 ne veut pas dire que tout est effacé. C'est juste que, tu comprends ce que je veux dire. C'est ça. Puis là, on a l'occasion de faire plus d'argent en faisant un numéro double parce que c'est un gros chiffre. Oui, c'est ça. C'est quand même important. 800 mais c'est ça. C'est une célébration du personnage, ou dans ce cas-là, des Avengers. Mais quand même. Là, d'ailleurs, au cœur de l'histoire de Bendis et Bagley, il va y avoir ce qu'on appelle les Big Three, donc les trois gros, plus importants plutôt personnages de The Avengers. On parle de Iron Man, Thor, Captain America, qui vont être rejoints par des membres comme actuels et du passé de The Avengers, parce que The Avengers, comme dans les films, comme dans les BD, le roster, comme on l'appelle, l'équipe change constamment. Ça fait partie du plaisir de découvrir c'est qui les personnages qui vont maintenant faire partie de l'équipe. Comme une nouvelle saison de hockey, I guess. C'est la même affaire. Donc, c'est ça. Numéro 800 sort en janvier. Puis c'est le numéro 34 de Jed McKay. D'ailleurs, Jed McKay signe le reste du numéro. Moi, je m'attendais à ce que Bendis revienne à 100% parce que ça faisait un bout qu'il y avait eu des rumeurs. Le site Bleeding Cool en parlait. Tout est possible. Peut-être qu'il trempe son pied là, un petit peu. Puis à un moment donné, il va redevenir... il va se mettre à écrire d'autres choses. Là. Ça se peut. Il n'est plus chez DC. Il n'est plus exclusif chez DC. Fait qu'il pourrait très bien... En fait, il y a aussi sa propre run. On s'entend c'est ce qui lui appartient. Là. Son Jinx World, c'est ça? J-I-N-X Je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est publié... il me semble que à chaque fois, c'est ça. C'est Dark Horse. Des fois, c'est autre chose. Je sais qu'à un moment donné, il y avait un deal avec DC, je pense, pour créer son propre truc. Mais en tout cas... Puis il y a même eu, je pense, dans le temps, une courte publication ou réédition de certains numéros chez un truc qui n'existe plus, à ma connaissance, qui s'appelle Icon. Qui était du côté de Marvel, qui était un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les Creator-Owned. Donc, si vous publiez quelque chose sous cette étiquette-là, ça vous appartient, ou en tout cas, il y a une entente différente que les personnages de Marvel habituels. Fait que, tu sais, Bendis a publié, on s'entend, Powers, que toi, tu as suivi pendant longtemps. Si vous voulez des rééditions de ces numéros-là, il y a des chances qu'ils soient disponibles un peu partout. Ça, encore une fois, ça aide pas pour le lecteur, mais je pense qu'au moins, il y a des bonnes collections qui sont pas sold out, donc il y a moyen de mettre la main dessus. Tu sais, je pense que même Ed Brubaker, dont on parlait tantôt, a aussi publié du côté de Icon avec je pense, la série Criminals, mais là, c'est réédité ailleurs. Fait que, il faut un peu suivre le film, mais trouvez-vous un bon groupe d'amis qui lit des comic books, écoutez l'émission ou allez dans un bon comic book shop. Un bon comic book shop va être en mesure et vont être intéressés surtout à vous aider là-dedans. Puis moi, c'est ce genre de place-là que je veux encourager. Shout out au Comic Hunter ici à Montréal. D'ailleurs, juste revenir sur Bendis, je pense que je m'avance pas trop en disant que ça a été un auteur que toi et moi, on a bien aimé au début des années 2000 parce qu'on en parle encore ce jour, presque 20 ans plus tard. Il a ravivé l'intérêt autour des Avengers. Il a ramené les Avengers. Il a dissous et ramené les Avengers avec les New Avengers. Il a laissé sa trace sa marque du côté de Marvel Comics et beaucoup des comics qu'il a écrits, autant du côté des Ultimate, autant la ligne continuée
la ligne plus classique de Marvel, a beaucoup influencé les films de Marvel Studios, comme on les connaît. C'est indélébile. Là. C'est clairement, il y a une ligne directe entre Bendis et ce qu'on a vu au grand écran. Fait que c'est ce que j'avais pour Bendis. Je souhaite une nouvelle série. Denis donc ce qu'il veut. S'il veut faire une série sur Howard the Duck, donnez-lui Killer Bay, c'est quoi le Bill Killer? Comment t'appelles ça, Colin? Killer Bay Bill Killer. Beta Ray Bill. Beta Ray Bill, voilà, c'est ça. Donnez-lui ça. Donnez-lui ce qu'il veut, Colin. J'ai pas l'impression que. Je pense qu'il pourrait arriver et dire j'ai le goût d'écrire ça, puis je pense qu'il donnerait. Il donnerait tout, ouais. J'ai l'impression que. Quoique, il me semble que ces dernières séries n'ont pas tant fonctionné. Mais je pense qu'il est quand même. Il est quand même un grand nom. Oui, c'est un grand nom, puis c'est quelqu'un qui. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui est excessivement prolifique. Je pense pas qu'il a besoin d'autant d'écrire qu'auparavant, là, sa réputation. Ouais. Il a d'ailleurs travaillé pour Marvel Studios à une certaine époque. Il faisait partie d'un genre de consortium, de genre de table de gens qu'on consultait, puis quand finalement Marvel Television a été dissous pour être ramené sous Marvel Studios, et donc Kevin Feige, cette table-là a été dissoute, mais à la base, c'est quelqu'un... Bon, il a fait dans la télé. Malheureusement, son adaptation de Powers au petit écran n'a pas vraiment fonctionné. Ouais. Faut dire que la seule façon de l'écouter, c'était sur le PlayStation Network, mais seulement aux États-Unis, puis sur certains territoires. Ici, au Canada, il fallait aller sur iTunes. C'était vraiment compliqué. Il fallait télécharger. Mais c'était aussi un gars très occupé, un gars de famille. Il parle souvent de sa famille. Ouais. Anyway, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bendis, ça paraît pas. Tu sais ce que tu avais encore de ton bord, toi? Oui. Je peux vous parler de quelques films que j'ai écoutés après tout la spooky season. C'est le moment où j'étais un peu perdu dans qu'est-ce que je veux écouter. OK. Parce que j'ai décidé de pas me mettre tout de suite dans les films de Noël. Non, il faut laisser savourer ça un petit peu. Là. Ouais, d'habitude, je rentrais dedans full pin, mais là, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. Et entre autres, j'ai décidé de faire un peu le Ninja Novembre. Fait que je vais écouter des films de ninja. C'est 2 N, hein? Ninja, Novembre. C'est ça. C'est November. Non, ça se dit mal. Non. November, en tout cas. L'affaire avec les films de ninja, par contre, c'est que j'en ai vu pas mal, mais il y en a plusieurs que ça fait longtemps que j'ai vu. Donc, j'ai décidé de replonger un peu. Et je suis replongé non pas dans les films de ninja de Godfrey-O, entre autres, ou des films de la canon. J'ai décidé de me plonger dans les Philippines. Les films de ninja des Philippines. Moi, il faut dire qu'une de mes obsession pendant longtemps, ça a été les films faits aux Philippines qui sont présentés comme des films américains et qui met en vedette souvent des expatriés qui sont là, puis c'est tout le temps les mêmes acteurs. Et c'est aussi les films qui ont été faits après les plus grosse production de Roger Corman qu'il a faite aux Philippines. Fait que, tu sais, Roger Corman, fin 70 puis les années 80, il a fait beaucoup de films aux Philippines. Puis là, à un moment donné, il est parti, mais il y a du monde encore qui ont décidé de continuer à en faire. Puis ça, c'est des films surtout très, très cheap. Et que c'est cheap. Mais c'était pas assumé dans le sens que c'était pas... L'action, comme tu dis, se passait pas aux Philippines, ça se passait... Comme en Chine, aux États-Unis? Non, souvent, c'est ça. Ça disait que ça restait vague, mais clairement, tu voyais que c'était pas les États-Unis. Mais tu disais, OK, ils veulent que tu penses que ça se passe aux États-Unis. Puis ceux-là dont tu vas nous parler. Le poste de police, il y a une photo de Ronald Reagan en arrière. Là, juste pour te dire. Hey, placé de façon très awkward, en plein milieu d'un mur blanc. Là. Mais ça, celui-là dont tu nous parles, ça se passe dans l'action, se passe aux Philippines ou c'est encore une fois pas assumé? Il ne mentionne pas, donc c'est pas assumé. Mais c'est ça, j'ai écouté le film Ninja's Force de 1984. C'est ça. C'est les deux films que je vais vous parler, en fait, c'est deux films de Teddy Page, ou de son vrai nom, Teddy Chiou, qui est
un auteur prolifique de ces années-là. Il a fait vraiment beaucoup de films et ça paraît parce que il a pas mis beaucoup de cœur et de budget dans ses films. Mais c'est ça. Ninja's Force, en vedette Romano Christophe et Jim Gaines et Mike Monty et tous les noms incroyables dans ces productions-là. Ouais. On dirait que ça vient que la job. Oui. Puis dans ce film-là, on a en fait, c'est un ninja qui vole une formule qui va permettre à des méchants de prendre le contrôle du cerveau humain et de créer des espèces si on peut dire des Winter Soldiers, genre. Qui est comme des espèces des candidats manchouriens. Exactement. Mm-hmm. Et là, t'as des messieurs dans un bureau qui disent « Ah ouais, comment qu'on va faire pour comme essayer de combattre ça? Ah je sais, on va appeler un ninja. » Puis là, on a un des dudes qui va chercher le ninja et là, c'est ça. Et on rappelle que le bureau est souvent l'outil cinématographique pour faire de l'exposition. Exactement. Faire avancer l'histoire. Exactement. Et ce film-là, l'affaire avec les films des Philippines, c'est que souvent, c'est pas... les histoires sont assez simples, puis c'est souvent juste des moments qui sont drôles. On a juste à penser au film Blood Debt ou Eliminator qui finit avec Richard Harrison qui fait exploser Mike Monty. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je m'en souviens très bien de cette vague, séquence-là. Ils se battent tout le long, mais ils sont dans deux films presque séparés tout le long, il me semble. Puis à la fin, il y en a un qui fait sauter l'autre avec un bazooka. Ils sont dans le même film, mais oui, c'est ça. Il le fait sauter avec un petit gun qu'il avait camouflé. Mais tout le long, il y avait un bazooka. Puis il faisait comme... Il tirait du bazooka, puis ça faisait juste des petites explosions où toutes les sbires revolaient, mais même si l'explosion était super loin. Oui. Mais clairement, il y avait une perspective forcée dans ces cas-là. L'explosion était plus proche, probablement de la caméra, puis les autres étaient super loin. Ou l'inverse. Je pense que c'était peut-être ça le problème, c'est que c'était l'inverse. Les gars étaient vraiment proche de la caméra. C'est ça quoi ça me fait penser, ces séquences-là. C'est toutes les fameuses séquences de combat qu'on a retrouvées dans les maintes et maintes séries de Power Rangers. Tu sais, le niveau de chorégraphie et d'effets pratiques utilisés, c'est quand on dit que dans Power Rangers, c'est plus sophistiqué que dans ces films-là, ça en dit beaucoup. Ouais. Une des forces de Ninja Force, c'est que la version que j'ai écoutée, c'est mon VHS en français et l'audio, on dirait que ceux qui ont fait la traduction avaient une vitesse différente du film, ce qui fait que des fois, il y a beaucoup de séquences de sons qui se répètent pour essayer de se replacer au bon moment sur le film. Ce qui fait... Mais en parlant de je pense que t'as quelqu'un, là. Et là. Il y a quelqu'un. Personne. Salut, Laurent. Qu'est-ce que vous faites? Allô? Bon, on fait un podcast. Ah! Intéressant, hein? T'es surpris, t'es rentré chez nous de même. Vous faites un podcast? M'en aller... C'est ça. M'en aller voir ce qui se passe ici. Il se passe vraiment quelque chose. Je suis en train de parler de films de ninja, Laurent. Oh! Ouais. On retombe dans nos bonnes vieilles habitudes. Ben oui. Parce que Ninja Novembre... Ninja... Ben là, tu me dis ça, c'est passé la moitié du mois, là. C'est fou, hein? Je savais pas. Je disais ça tantôt moi en non début plus, j'ai d'émission. décidé ça cette semaine. T'occupes comment ton novembre, toi? Moi? Ouais. Je fais des siestes. Pas pire. Tu manges des fruits, man. Ouais, je sais pas, je marche. Ah, tu marches toi aussi? Ben là, c'est parce que il y avait plus de métro. Oui, c'est vrai. Puis plus d'autobus. Ouais, puis là, bien vite, plus de vélo non plus, parce qu'il arrête pas de neiger, ça. Fait que là, je marche. C'est même m'occupe. J'avoue que toi, en plus, t'es comme... T'as pas une ligne qui... Même dans... Je veux dire, même là, tu fais comment? T'as pas une ligne qui t'amène proche de ta job? Tu descends? Il y a moyen, là. Il y a des autobus qui descendent. J'ai tout le temps un peu de marche à faire. Tu sais, en général, j'ai beaucoup commencé à marcher l'hiver pendant la pandémie parce que ça me dit rien, ça. C'était comme anxiogène de prendre le métro. J'ai comme gardé ça l'hiver. C'est juste que... Ouais, c'est ça. J'étais pas prêt. OK.
Fait que donc, la timeline qui se répète au niveau des effets? Simon? Oui. Simon, lui, il a eu sa machine à apnée, mais ça y enlève de la concentration au lieu d'y en donner. C'est pas de même, ça marche d'habitude. Puis c'est ça, l'autre film que j'ai écouté, c'est Ninja Warriors de 1985 et c'est encore réalisé par Teddy Page. Et là, Romano Christophe joue le méchant là-dedans parce que le héros, c'est Ron L. Marchini. Et là-dedans, Ron joue Steve, qui est un ninja. En fait, la police décide, hey, on a besoin d'un ninja parce qu'il y a encore quelqu'un qui a volé une formule pour rendre les gens. C'est la même style d'histoire. C'est juste avec un autre ninja. Après moi, ces policiers-là ne veulent pas travailler, fait qu'ils font comme on engage un ninja. Ouais, mais ça semble fonctionner parce que c'est ça, il va tout régler les affaires. Là-dedans, il y a quelques scènes marquantes comme quand il crache des petites étoiles dans la face d'un gars, parce qu'ils les avaient dans la bouche, ça a l'air. Aussi, on a un ninja méchant qui passe un sabre dans la bouche d'un autre. Il y a beaucoup de meurtres par bouche dans ce film-là. Ben oui. Puis bravo la Philippine pour ça. Bravo. Donc, ça, c'était 2 films de ninja que j'ai écoutés, que j'ai pas grand-chose à dire finalement. Je vais aussi vous parler, j'ai écouté le nouveau Deathstalker. Parce que Deathstalker, j'ai vu votre réaction qui était absente. Là. En fait, je m'attendais à quelque chose. Je me suis dit, est-ce qu'il fallait que je me souvienne de c'était quoi? Oui, c'est moi aussi, c'est un peu ça. Puis j'ai associé ça. Là, mon cerveau est allé Death Stranding, le jeu vidéo. Il y a le 2 qui est sorti. Non, c'est pas ça. Reviens à la réalité. Puis là, je te regardais. Deathstalker, en fait, c'était une série de films dans les années 80, un genre de peplum ou plus sandales et épais, avec... épais ou épais? J'ai dit épais, okay. J'ai fait exprès. Okay. Un genre de film Donjon Dragon, là, fantastique, avec un gars qui a une épée puis des filles qui montent leur boule. Mais pour vrai, je résume la série. Il y en a 4. Et puis là, je regarde ça, puis ça a l'air la même affaire. Ben, c'est ça. C'est un peu tout le temps la même affaire. Mais là, il y a quelqu'un qui a décidé, hey, on va refaire un Deathstalker. Et là, il y a un nouveau Deathstalker qui est sorti, mettant en vedette Daniel Bernhardt, qui était... dans les années 80, fin 80, début 90, c'était un genre de Jean-Claude Van Damme plus cheap, parce qu'il a joué dans Bloodsport 2, 3 et 4. Oui, il jouait son quelques frère. autres films. Oui. Mais depuis, cet acteur-là, c'est aussi... en fait, c'est un gars, évidemment, qui fait beaucoup d'arts martiaux, mais... c'est aussi un cascadeur et il a participé à beaucoup de films d'action qui ont eu pas mal de succès dans les dernières années, dont les John Wick. Et dans les John Wick, il a aussi il a joué dans Barry, un fameux épisode où Barry doit aller tuer un ancien instructeur de karaté. Puis c'est ce gars-là qui est comme sous, mais qui se bat contre Barry. Puis c'est ça, ce gars-là, c'est lui qui joue Deathstalker dans ce film-là. Et on a aussi Patton Oswalt qui fait la voix d'une petite créature qui ressemble à un mélange, qui ressemble beaucoup au personnage de Mel Brooks dans Spaceballs. Puis je parle pas du président, mais de l'espèce de... Oui, Yaourt, voilà. Mm-hmm. Il ressemble beaucoup à Yaourt. Puis c'est un film qui est réalisé par Steven Kostanski. C'est lui qui a réalisé The Void. Puis Manborg et aussi Leprechaun Returns. L'excellent Leprechaun Returns. Puis c'est ça là. Il est fâché, il a volé son or. Ben oui, c'est ça, c'est son or. C'est pas ça chaque film. C'est ça la joke, c'est tout le temps la même crise à faire. Ouais. Puis bon, Deathstalker 2025. Qu'est-ce que... Honnêtement, quand je l'ai commencé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, tu sais, avec les gens qui sont derrière, je m'attendais à quelque chose de très assumé dans son côté kitsch et son côté exagéré et tu
très stylisé de ce genre de film-là. Puis ça l'est un peu, mais le ton du film est dur à saisir quand tu l'écoutes. Parce qu'il y a des séquences qui sont très premier degré, et t'en as d'autres qu'il y a de l'humour, et même des fois, ça devient parodique un peu, comme si on faisait un genre de Naked Gun de ce genre de film-là. Puis on dirait que j'aurais aimé ça, que le film assume une de ces positions-là. Tu sais, fais une parodie si tu veux faire une parodie, fais un film de ce genre-là, mais le film est... C'est ça, c'est que tout le long, tu te demandes sur quel pied je dois comme juger ce film-là. Puis au final, le film finit, tu fais comme OK, c'était ça, c'était intéressant, mais c'était pas magique, je pense. Je m'attendais à quelque chose de comme c'est cool, ils refont un film de ce genre-là, puis un c'est peu comme pur. Expendables 2 était à la franchise des Expendables, où c'était complètement assumé que ces gars-là étaient des personnages over the top d'une période qui révolue. Peut-être, ouais, peut-être. Mais en même temps, j'apprécie qu'on refasse un film de ce genre-là, le gars avec l'épée dans un monde fantastique. Puis aussi, le film est très fier de ses popettes, parce que c'est beaucoup de popettes, et il y a du gore. Donc, c'est un mélange aussi. Puis ça, c'est le fun quand même. C'est drôle parce que le nom du réalisateur me rappelait de quoi, puis je me suis rappelé que j'avais vu un film, il était passé à Fantasia, pas l'été passé, l'autre avant peut-être, qui s'appelait Frankie Frico, puis c'était comme un film de marionnette trash. Ouais, c'est ça, tout ceci fit, mais ça aussi, moi, tu vois, j'avais les mêmes genres de réserves de je sais pas trop sur quel pied danser, genre, avec ça, mais c'est vrai que le travail de Popette était quand même excellent. Ouais, ben c'est ça. Je pense que si vous avez aimé les films que ce gars-là a fait, c'est sûr que je pense que c'est pour vous aussi. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Puis c'est pas long, là, c'est comme 1h30 pour un. Puis mettons qu'on n'a jamais vu un Deathstalker comme moi puis Ben, là, tout est grosse. Ouais. ça change pas grand-chose. C'est pas comme la suite ou un reboot. Ouais, c'est ça. Puis aussi, entre les Deathstalkers, les 4 Deathstalkers, il n'y avait pas tant de liens non plus. Puis sur les 4 films, il y avait 3 acteurs qui ont joué Deathstalker. Fait que... Ah ouais, wow. Hey, je peux-tu partager de quelque chose que j'ai vu tantôt rapidement, parce qu'il y a un petit lien avec ce que tu viens de dire, Simon. Tu parles de il n'y a pas vraiment de lien, ou tu sais, c'est... Bon. Il y a je sais pas si vous avez vu le dernier The Naked Gun qui est sorti. Bien sûr. Liam Neeson. Moi, j'ai full aimé ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai full de fun. Puis le producteur de ces films-là, qui est encore en vie aujourd'hui, qui a travaillé sur Top Secret, puis qui a un peu inventé le film spoof de cabotinage. Je me sais pas son nom. Ou Abrams. Je pense que c'est un des Zucker, oui. Il dit que le film est pas bon. Puis j'étais comme... Ça rend pas hommage à l'esprit de ce qu'était la franchise originale. Puis je suis comme, au contraire, man, c'est tellement marché dans les pas de cette franchise-là, mais de l'actualiser un petit peu pour aujourd'hui, mais pas tant que ça en même temps. Puis le film est à propos de ça. Le film est à propos d'un quelqu'un qui est dans l'ombre de son père, puis il veut se trouver, il veut se réinventer, mais en même temps, il veut... J'ai comme, le gars, il a pas du tout compris. En tout cas, il a pas écouté la même affaire, pas en tout. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Je sais pas. Des fois, il y a des gens qui sont pris avec, tu sais, parce que, je veux dire, oui, c'est comme dans le temps, mais aussi avec un humour updaté, tu sais. Ouais. Veux pas, parce que c'est plus les mêmes choses qui sont drôles qu'il y a 40 ans. Exact, c'est ça. Ouais. Puis peut-être que ce gars-là, il est resté pris il y a 40 ans. Ça se peut. Comme nous autres, on l'est peut-être un peu, puis on le sait pas encore. Hey, quand... il y a 2 semaines, là, j'étais pas là, mais Étienne, il était là pour dire que si on citait encore François Pérusse, on était comme des vieux monsieur qu'on connaissait qui faisaient juste citer du Claude Blanchard. Ça m'a tellement déprimé.
Tellement, je suis comme mes jokes des 5 premières saisons des Simpsons, puis de François Pérusse, puis je suis comme, je suis ce vieux bonhomme-là. À la différence que dans les Simpsons de François Pérusse, il n'y avait pas des jokes de... Là, je m'excuse, là, je cite les jokes, entre guillemets, radiophoniques de ce bonhomme-là, là, de homosexuels qui ont le sida. Parce qu'il était fixé, il était vraiment c'est vrai qu'au moins, c'est pas ça. C'était vraiment incroyable à quel point il n'arrêtait pas de revenir là-dessus. Mais tu sais, ça a très mal vieilli. Un sujet, tu sais, qui était drôle. Oui, faut se remettre dans le contexte. Les c'est gens drôle. mouraient, puis tout, tu sais. Lol, toi. C'est bon. Bon, avant, fais autre chose, ça. Le sida! Hilarant. Très drôle. Lol. Non, j'ai rien d'autre, moi. Parfait. Mais éventuellement, c'était un de mes plans il y a très longtemps de faire un spécial style Noël où on est un peu à la Claude Blanchard autour d'un petit bar dans nos soutes avec des cocktails, genre. Et si t'enlèves les propos homophobes, tu sais, je trouverais ça beau. Tu sais, avec une belle petite lumière, là, ce serait malade. Comme Merry Christmas Special, genre? Ouais, exact. Ouais. Tu sais, qu'on dirait qu'ils ont mis un petit peu de Vaseline sur la... Vaseline. C'est peut-être Vaseline. Sur la lentille, tu sais, c'est comme... de quoi de beau, là? Comme quand ils ont filmé Scream 4, là. Il se passe trop d'affaires. Hey, j'ai bingé... La Vaseline dans Scream 4? C'est sur l'image de... Ouais, j'ai ouvert trop de portes, là. J'ai bingé les 6 Scream en genre 24 heures à l'Halloween. Oui. Puis là, je me rappelle plus qu'est-ce qui est quoi, parce que tout est une espèce de pain de Scream dans ma tête. Est-ce que tu as écouté l'excellent Scream Return sur Tubi dont j'ai parlé? Non, ça, j'ai pas osé. Déjà que j'ai comme saturé de Scream. Je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'est le fan-film de Scream que quelqu'un a acheté dans un lot probablement de produits de contenu qui s'est retrouvé sur Tubi. C'est dégueulasse. Ouais. Wow. Je pense pas que je suis assez fan pour ça. Je suis content de les avoir vus, mais... Il y a une séquence de 15-20 minutes. Il va laisser le fanfiction pour d'autres gens. Il y a une séquence de 15-20 minutes qui se déroule dans Grand Theft Auto 5. Wow. Ça... c'est con comme la lune. Rendu là, c'est du cinéma expérimental. Ah oui, c'est expérimental. Il essaye d'être du cinéma. C'est ça l'expérimentation. C'est vraiment con, là. Je sais pas comment ça s'est retrouvé. En tout cas, je reviendrai pas là-dessus. Il y a du monde qui l'ont écouté après, j'en ai parlé la dernière fois. Puis pour vrai, faites-vous pas ça. Je pense même pas que c'est So Bad It's So Good. Ouais. Tapez-vous un Neil Breen à la place. Là. Je dirais pas ça souvent. Ouais. Oh non, ça aussi, j'ai saturé. Puis on va me prendre une couple d'années avant de m'y remettre. Ouais, surtout celle-là, là. Oui, c'est ça. Un peu trop décortiqué, là. J'ai plus de besoin de... Mais j'ai eu des bons échos, par contre, de ce show-là. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. Ben oui, j'ai full aimé ça. On a souffert. J'en ai parlé tantôt, mais je veux savoir ce qui arrive avec les frères squelettes. Est-ce qu'ils vont-ils refaire une apparition? Le troisième était là à la fin, en plus. Ben oui, j'espère que... On l'a retrouvé. Ouais. J'aimerais ça qu'il existe un gif de la petite danse. Genre, je le regarderais. Ce bout-là, tu sais, t'es filmé. Je sais pas. Me semble que... Moi, j'étais sur le stage, fait que je l'ai pas filmé. Il y a quoi, est-ce que tu as dit, Simon, excuse-moi? Me semble qu'il y avait un petit vidéo que j'ai vu passer sur Instagram. Ouais, moi aussi. Fait que peut-être, parce que je sais qu'on peut transformer ça en GIF, puis on peut créer des GIFs et on peut les mettre sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Fait que je pense qu'il y a une possibilité de faire ça. En tout cas, on verra pour plus tard. On en préparez vos questions pour les frères squelettes. Ouais, 1 an de questions. Ouais. AMA. Peut-être qu'ils vont être là à Noël. Le SpeakPipe, là. Ask me anything, les frères squelettes. Moi, je suis down. Ouais. Frères squelettes chez Isidore, man. Wow. Ouais, on a de quoi, là. On va arriver ça. C'est un bon pitch, ça, je trouve. Je suis pas assez bon pour improviser des podcasts de même. Dude, s'il y a comme Screen Return sur Tubi, il y a une possibilité qu'un jour, il y a comme les frères squelettes, le sitcom sur Tubi. Wow. On va continuer avec toi, Laurent. T'as-tu? Même pas commencé. J'ai réalisé qu'ils nous avaient pas dit qu'il avait fini. Je me suis dit, je l'ai peut-être parti sans y demander. C'est pour ça. Ouais. Tu correct, Simon? Ben oui, j'avais fini. Je te laisse le plancher là, si t'as pas fini. Non, parce que sinon, je vais continuer à parler de films de ninja
Puis j'ai pas grand-chose à dire dessus. OK, je vais parler de film aussi. Tu peux en D'abord, parler tantôt. hey, parlant de cette musique-là qui me rappelle toujours des grandes expériences, Ah oui? ça fait 1 an maintenant que j'ai visité la bouche de Shin Godzilla. Ah, t'es Genre demain ou après-demain. Là. Ah, t'étais à la même période l'année passée. Ouais, je vois mes souvenirs Facebook. Là, puis je suis comme. Mais tu y es retourné? On s'était pas demandé. Ouais, pour vrai? Tu sais, même quand j'étais là-bas, j'étais comme, je vais y retourner un jour, mais ça va sûrement arriver plus vite que je pense, parce qu'on est comme vraiment beaucoup nostalgique du Japon. Ah oui? Genre. Ouais. T'as bien, toi? Ouais. T'as pas parlé vraiment de la bouffe? Ouais, et pourtant, j'y pense beaucoup. Ouais. Ça a Ouais. l'air excellent. Tout ce que j'ai mangé était délicieux. Ouais, j'imagine. Quand même. J'ai pas parlé de la bouffe. Pas tant, non. Pas à nous Non. autres, en tout cas. Bah, Peut-être à Simon, pas à moi. Je sais pas. je sais pas. En tout cas, on s'en reparlera. Tout se suit. Moi, pour vrai, c'est la dernière année, c'est l'année qui a passé le plus vite de toute ma crise de vie. J'ai vraiment l'impression qu'on est à Noël l'année passée. Ouais, Ça a je comprends. passé ouais. super. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une partie, j'étais fucking triste, mais sinon, genre toute Ben, la... d'habitude, ça passe pas plus vite quand t'es triste. C'est ça Ouais. qui était intéressant. Ah ben peut-être que mon cerveau a shut down. Ah, ça se peut. Ça se peut, oui. As-tu un Tes, gros gap de... tes souvenirs sont disparus. Genre, Mes souvenirs tu sont proches. de cette période-là, quand t'étais triste, tu les as comme Ouais. oubliés. Non, Fait que j'aimerais là, ça les ton oublier, année ils sont est comme encore plus là. courte. OK, bon, Peut-être. Tu parti sur un gros binge? J'essaye. Non, merci, mais non, ça marche pas comme ça pour mon cerveau. Qu'est-ce que tu dis? Es-tu parti sur un gros binge, tu sais, comme dans BoJack Horseman, là, qui manque 6 mois, qu'il était juste comme complètement chaud et gelé, puis il sait pas Non. qu'est-ce qui se passe? Non, parce que moi, je consomme pas tant que ça. Ben, j'ai de l'alcool un peu, mais pas de la drogue. Je prends pas de drogue, moi. Je sais pas quoi te dire. Puis surtout pas des drogues qui font oublier. Je sais pas, c'est une drôle d'année. C'est plus des Ah, drogues ça, qui font... pour être une drôle d'année. Ah, et Ouais, ça, ben, ça, c'est ouais. l'année la plus drôle jusqu'à présent. Jusqu'à présent, hein? Hey, parlant de ça, là, les Ouais. nouvelles de Boba, là. Ouais. Hey, S'il vous plaît. C'est-tu le cheval ou c'est l'autre? ben, un ou l'autre. Ça fait Exact. longtemps que les nouvelles ne m'ont pas autant diverti, maintenant. Mais je pense pas que ça devrait nous faire cet effet-là. Je pense qu'on devrait se dire, voyons, on est-tu dans. Oui, non, mais rendu là, au moins, Ben, Toi pas, là, écoute. tu fais péter les aiguilles. Là. tu sais, je sais pas. C'est vrai que c'est triste qu'on soit rendu à ce que ceci est genre, au J'ai moins, lu- c'est drôle. J'ai lu une nouvelle il y a 2 semaines. Je me souviens pas c'est laquelle. Je peux pas vous la partager. Puis j'ai regardé la source. Parce que du coup, je fais comme c'est tellement fucking niaiseux que je pensais que c'était un article The Onion ou quelque chose comme ça. Puis c'était une vraie nouvelle. Ah ouais, Mhm. c'était quoi? Ça Je arrive me souviens souvent. pas, ça. j'ai oublié. Ouais, ça- moi aussi. c'est euh, tasse. Ces temps-ci, c'est. c'est ouais, Ben, toute ça l'année. doit être dur de faire du onion en ce moment, genre. Ouais. Puis de rester comme pertinent, drôle, mais que, tu sais, parce que c'est l'actualité te rattrape si vite. là. Mhm. J'aimerais ça retourner quand j'étais jeune, puis j'avais aucune notion de tout ce qui se passait dans le monde. Mhm. Ben d'ailleurs, tiens, je pensais pas parler de ça, j'avais oublié, mais j'ai regardé un film hier, je vais vous en parler, ça a comme rapport un peu. C'est un film qui vient de sortir, je ne saurais même pas vous dire sur quelle plateforme. Oups, Naughty Me. Un film qui s'appelle The Librarians. J'ai beaucoup de misère. The avec ça. Librarians. Librarians, ouais. Par une documentariste qui s'appelle Kim A. Snyder. Un film qui vient de sortir et qui parle en fait de la guerre qui est menée actuellement aux États-Unis contre les bibliothécaires scolaires et les livres, et notamment les livres qui ont des qui parlent de théorie de genre et ou de race. Donc, c'est beaucoup de gens qui travaillent dans des bibliothèques puis qui se font mener la guerre par tout l'establishment de droite qu'il y a dans le sud des États-Unis pour retirer certains livres qu'eux appellent de la pornographie dans des écoles, de la pornographie adressée à des enfants. Puis là, c'est genre 1h30 de shit show de gens que tu vois des... je sais même pas comment appeler ça, des board meetings d'école. Puis là, c'est qui pètent des coches. Là. ben non, mais qui sont comme... qui vont au micro, puis c'est comme... tu sais, moi, je veux pas de pornographie pour mes enfants, puis tous les bibliothécaires sont des pédophiles s'ils mettent ces livres-là entre les mains. Puis tu sais, comme évidemment des livres qu'ils n'ont pas lus ou juste qu'ils ont un agenda, ben, qui n'ont pas d'agenda, mais qui sont genre juste comme très anti-trans
trans, anti... Malheureusement, ces anti-gay et tout. crétins-là sont les fers de lance de plein d'idéologies. Oui, et ils sont backés par des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Oui. C'est ça, le documentaire creuse un peu et tout. Moi, c'est souvent mon problème avec ce genre de documentaire-là, et dans ce cas-là aussi, je trouve que c'est super intéressant. Ça m'a vraiment mis en crise. Après, ça prêche aux convertis, tu sais. Mm-hmm. Parce que les gens sont comme eux, c'est leur take, et c'est vrai, c'est que ces livres-là sont vraiment importants, surtout dans ces communautés-là qui sont très homophobes ou racistes, tu sais, de trouver un... Tu sais, t'es un jeune ado mal dans ta peau, tu penses que t'es homosexuel, tu peux tomber sur un livre puis te dire « Ah, je suis pas tout seul », tu sais. Mm-hmm. Comme, il y a une communauté qui existe et tout, tu sais. Mais, tu sais, tous les gens qui vont témoigner sont des gens qui sont comme « Ça m'a sauvé la vie », de me faire dire pour une fois que, tu sais, parce que dans ma famille, tout le monde me dit « Je vais brûler en enfer », tu sais. Mais quand les gens à qui tu parles sont comme « Oui, effectivement, tu devrais brûler en enfer », comme la conversation, elle devient absurde, puis elle tourne en rond, tu sais. Fait que c'est comme... En tout cas, fait que ça m'a beaucoup mis en crise. Puis après ça, j'ai fini ça, puis ma blonde était comme « Veux-tu regarder, tout le monde en parle? » Il y a Mathieu Bock-Côté, puis j'étais comme « Non, je t'assure, tabarnak, là, ça suffit. » Ouais. Fait que, ben, c'est quand même super intéressant, puis c'est comme... Puis, en tout cas, si ça vous intéresse l'actualité, puis tu sais, ça se passe tellement proche de chez nous. Oh, oui, ça, non, ça c'est aux États-Unis, ici, mais au Canada anglais, c'est la même chose. Puis, tu sais, mettons, l'autrice jeunesse, Élise Ravel, est tout le temps dans l'eau chaude de part et d'autre. C'est justement parce que il y a un de ses livres qui s'appelle « Tu peux », puis c'est juste comme une page un garçon, une page une fille, puis c'est comme « Tu peux ». T'habiller en princesse, si tu veux. Tu peux, genre, jouer avec des outils, si tu veux. C'est juste ça, le livre. C'est juste, genre, tu peux faire ce que ça te tente de faire. Ouais. Ce livre-là rend tellement de gens furieux qu'il y a tout le temps quelqu'un qui essaie de le bannir en quelque part, tu sais. Je suis comme... C'est dans votre tête, le problème, les gens, mais comme on est c'est de la là. pensée réfractaire, là. C'est juste réagir pour réagir. Voilà. Puis, mais je vais vous parler de d'autres films que j'ai vus. Ça donne que j'ai vu 2 films avec un acteur qui s'appelle Josh O'Connor cette semaine, que j'aime beaucoup, qu'on a peut-être pu voir dans comme un des tennismen dans le Challengers avec Zendaya l'année dernière. Si ça vous dit quoi. Sinon, dans La Chimera, que je recommande chaudement. Je connais le titre, mais je me souviens pas c'est quoi. Le premier que j'ai vu s'appelle The History of Sound, un film d'Olivier Hermanus qu'on peut voir sur Mubi en ce moment, qui est vraiment un beau film qui se passe comme dans les années 30 et qui met en scène 2 hommes qui partent sur la route aux États-Unis pour collecter des chants. Oui, j'ai pas pensé, ça a l'air bon. Ouais, pour vrai, je pensais que ça allait être bon, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Si vous êtes du genre à avoir trippé, mettons, sur Inside Llewyn Davis ou genre Les Charbonniers de l'Enfer au Québec, qui ont un peu le même... la même idée de prendre des chants un peu, tu sais, de se promener dans des vieilles familles, des personnes âgées qui ont des chants qui tiennent de leurs parents, leurs grands-parents et tout, puis de les faire vivre, tu sais, c'est ça. C'est 2 gars qui s'en vont sur la route avec des rouleaux de cire dans ce temps-là pour enregistrer des chants puis collectionner des chansons dans un but anthropologique, mettons. La musique est super belle. Là, bon, les 2 gars développent une histoire d'amour aussi. Tout le film est beaucoup là-dessus, mais c'est beaucoup aussi sur... la musique, la beauté de la musique qui est sur l'importance qu'elle a genre pour l'histoire et pour les gens. J'ai vraiment trippé. Puis ce gars-là, il joue aussi dans un film qui est en tout cas, il était encore à l'affiche la semaine passée au cinéma public, un film de Kelly Richard qui s'appelle The Mastermind, qui est cette fois-là un film de heist. Un film de vol. Puis là, moi, je suis arrivé à The Mastermind un peu comme je suis arrivé à Good Boy, le film de chien. Le film d'horreur avec un chien. Le film d'horreur avec un chien, mais que je suis sorti du film en me disant, ce film-là porte tellement bien son titre, c'était vraiment un Good Boy. Puis là, je me suis dit, ah ouais, The Mastermind, fait que là, genre, ça va être un brain qui fait des coups, il vole des œuvres d'art, chop chop, ça va être comme, yeah, mon côté Ocean's 11 va être nourri. Ouais. Mais là, la réalisatrice est vraiment en mode troll. En fait, c'est vraiment comme... Très vite, tu te rends compte que c'est un film de heist, mais
comme ça se passerait dans la vraie vie et pas dans un film. C'est-à-dire que le gars, en fait, c'est genre un gars qui a pensé qu'il y avait une pièce à faire, une espèce de loser un peu sur le chômage, puis il est comme, tu sais, je pense que voler des affaires dans ce musée-là, ça marcherait, mais genre, c'est comme une version relax de Uncut Gems, mettons. OK. Mais tu sais, c'est comme Uncut Gems, tu vois Adam Sandler prendre des mauvaises décisions, puis t'es stressé, puis t'es comme, ouais, ça a pas pourquoi? d'allure. Mais là, c'est la même chose, t'es comme, non, ça va pas marcher. Puis là, t'es juste comme, ben oui, à quoi tu t'attendais, c'est d'épée? C'est niaiseux. C'est juste ça pendant 2 heures. J'ai full aimé ça aussi. C'est genre, c'était zéro le film que je m'attendais à voir, mais je trouve que l'exercice est comme, tu sais, comme... C'est parce que c'est de plus en plus misérable son affaire, puis ça va tout le temps de pire en pire. Puis t'es comme, une monnaie, t'es comme, mais non, mais il y a pas de solution. Là, comme t'as passé tout le film à constamment te peinturer dans un coin, à t'enfoncer dans la merde. Puis là, tu regardes ça, puis t'es juste comme en faisant une face de monsieur, genre pas fier, là, comme ça, secouant la tête, là, ben non. Fait que chaudement recommandé si ça vous tente de... Ouais, je sais pas. Genre, si vous avez aimé le trolling qui est la 3e saison de Twin Peaks, là, Ça serait ça. OK, ouais. genre, non, mais tu sais, c'est un peu genre comme... tu sais, comme... J'aime un peu ça quand même, les réalisateurs qui sont comme, haha, on va te donner une chose, puis là, c'est comme si tu tirais le tapis au-dessus du pied, puis t'es comme, OK. C'est ça, me suis fait avoir, mais OK, let's go, enjoy the ride, tu sais. Rappelle donc les titres des 2 films, s'il te plaît, là. The Mastermind, qui est encore à l'affiche, et The History of Sound, qui est sur Mubi. Yeah. Simon, on commence avec toi? C'est pas à toi? Ouais, non, c'est à moi. Ah oui, je suis perdu un peu. Ouais, T'as raison. Ça fait longtemps que j'ai parlé. Je vais parler de Youngblood. Le comique de Rob Liefeld. Ben oui, parce que Rob Liefeld sort une nouvelle série de Youngblood, une édition 2025. Quand est-ce qu'il apprend sa retraite, lui? Ça a l'air que non, il avait dit d'ailleurs qu'il prenait sa retraite de Marvel, puis qu'il avait pu travailler, puis qu'il avait mal aux mains, nanana. Mais là, il s'est lancé dans une nouvelle série. Youngblood, pour ceux qui ne savent pas, c'est la création de Rob Liefeld, un des fondateurs d'Image Comics, qui a vendu à l'époque, c'est quelque chose comme 1 million de copies pour ses premiers numéros. Ça a été vraiment l'enfer au niveau de la distribution de cette affaire-là parce qu'il était pas fiable, il faisait pas ses numéros, il y a eu du retard. C'était un petit peu le bordel. Là. On s'entend que c'était un petit peu une tête en l'air dans le temps de Rob Liefeld. Mais là, il revient avec une nouvelle série qui a été... le premier numéro a été disponible, plutôt mis sur les tablettes la semaine passée, le 12 novembre dernier. Et là, déjà, même avant la distribution du premier numéro, il était en 2e impression pour son numéro 1 de Youngblood, en parenthèse, 2025. C'est parce qu'ils en ont vendu ou parce qu'ils n'en ont pas imprimé beaucoup? Parce que les précommandes ont explosé, mon ami, et donc ça a forcé Image Comics à lancer une 2e édition qui rend d'ailleurs hommage au cover de New Mutants 1990, numéro 98 de Rob Liefeld lui-même, qui avait signé dans le temps chez Marvel, sur lequel on voyait Deadpool, Gideon et Domino. Fait que là, ça a l'air que la 2e impression reprend ce cover-là, mais avec les personnages de Youngblood. Juste pour le premier numéro de Youngblood, attention, la folie, on parle de 27 couvertures exclusives dans les comic shops. Hein? Est-ce qu'elles sont toutes de Rob? Non, en fait, c'est ça qui est le fun. Il est allé chercher plusieurs dessinateurs de plein d'horizons, dont Daniel Ryan Johnson, qui rendent hommage autant à Youngblood, mais aussi à des couvertures iconiques de l'univers du comic book. Pour vrai, c'est le fun. Je suis pas un fan de couvertures alternatives, là, je suis pas un collectionneur, mais elles sont belles. Il y en a de toutes sortes. Fait qu'il y en a au moins 27. Il y a aussi des éditions team-up, donc avec des personnages. Il y en a même une en style noir et blanc manga. Fait que ça vous intéresse. Puis je sais pas pourquoi 27, c'est tellement comme... C'est random un peu. Hein? Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, ben là, on n'a plus d'idées. Rendu 27, on a fait le tour. On visait 30, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais il me semble qu'il y a quelques années, là, il avait accusé les variant covers d'être la cause du crash économique du milieu des comics de la fin des années 90. Est-ce qu'on a appris aucune leçon de tout ça? Mais ça dépend aussi. Attends, là, je pense pas que ça va aller...
Oui et non, c'est vrai ce que tu dis, mais aujourd'hui, je pense pas que les gens vont, de façon compulsive, acheter autant de couvertures, ce qui va créer une bubble qui va faire exploser le marché. Ils vont s'en choisir une. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, ou plusieurs, mais la réalité est ailleurs. Le consommateur est ailleurs. Je pense qu'on réalise aujourd'hui qu'un numéro qui est imprimé à 1 million de copies, il n'y a pas de rareté derrière ça, ce qui fait qu'il ne voudra rien ton numéro 1 plus tard. À moins d'avoir justement des numéros comme ça, peut-être alternatifs ou quelque chose de signé ou quelque chose de très, très, très spécifique, mais c'est pas censé. Donc voilà, il se relance. En fait, c'est vraiment Liefeld qui signe au-delà des couvertures alternatives, là, le scénario et le dessin. Donc en espérant qu'il va être capable de tenir le cap pendant un bout. Dans la publication que j'ai vue de lui, il se réjouissait d'ailleurs que les fans étaient encore avec lui des années plus tard. On parle que Youngblood, c'est les années 90. Donc, il se réjouissait de ça. Puis il dit, cool pour Youngblood numéro 1. On s'en va vers la route vers le 100. En tout cas, pour l'instant, il vise 100 numéros. Fait qu'on verra s'il va se tanner en bout de ligne, en bout de route. Puis... Est-ce qu'il compte chacune des 27 covers différents là-dedans, mettons? Il serait rendu à 28 avec le normal. Non, je pense pas. À quel point il est sérieux, je sais pas, mais ça se pourrait très bien qu'à un moment donné, il prenne sa retraite puis, ou qu'il prend un pas de recul, puis finalement, c'est d'autres équipes qui prennent le relais. Là, ça serait pas surprenant. Mais en même temps, il s'est dit peut-être qu'il est rendu où est-ce qu'il est rendu dans sa vie, dans sa carrière. Ça, il tente de juste revisiter ces personnages-là, puis... se relancer. Il n'y a pas... Tant mieux, si ça vend, les gens sont au rendez-vous. Moi, j'ai assisté à un Comic-Con de New York il y a près de 20 ans de ça. Il n'y avait personne à sa table. On était au début des années 2000, les années 90, justement, il y a l'espèce d'explosion de la bulle qui s'était produit. Il était vu comme un genre de paria, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de talent. Les années lui ont malheureusement donné raison. Ça reste un des fondateurs d'Image Comics. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a une influence sur le milieu. Ouais, puis il y a comme... On dirait qu'on a fait le tour de l'ironie avec Rob Liefeld. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez le suivre là, sur Instagram, il y a une série de vidéos qu'il fait où il réagit à d'autres trucs. Mettons une séquence dans le dernier Deadpool and Wolverine. Two Girls, One Cup. Ouais, Two Girls, One Cup. Lemon Party. Oui, c'est ça, exact. Mais non, puis c'est très cool. C'est le fun. Il est beau à voir. Il est beau à voir. Il y avait 20 quelques années. Là. C'est sûr qu'il était un petit peu peut-être brûlé. Pense à comment tu étais quand tu avais genre 22. Puis imagine qu'on te donne des milliers de dollars. Wow. Tout cet argent, puis pas mal au dos. Ouais, extraordinaire. Ouais. Ouais. T'avais-tu d'autres choses, toi, mon Simon? Je peux vous parler d'une série télé que j'écoute présentement. C'est sur HBO. Sûrement sur HBO Max ou whatever, comment ça s'écrit. J'écoute The Chair Company. Je sais pas si vous connaissez Tim Robinson. Oui, absolument. Qui a fait la série de sketch I Think You Should Leave, qui a fait le film Friendship. Et là, il y a une nouvelle série télé qui s'appelle The Chair Company. Et il joue un gars qui travaille à l'élaboration d'un nouveau centre d'achat. Puis, pendant une conférence dans le premier épisode, là, je spoil un peu mais c'est l'élément déclencheur, c'est que c'est un nouveau bureau, puis là, il y a une conférence devant plein de monde. Puis après qu'il ait fait son speech, qui est très normal, pour lui, cet acteur-là, qui est connu pour ses personnages qui sont très intenses et qui gueulent et qui se retrouvent dans des situations pas possibles. Là, le début de l'émission, l'épisode commence, puis il est quand même assez normal. Puis là, il s'en va pour s'asseoir sur une chaise et la chaise se défait, mais d'une façon impossible. Fait qu'il se plante devant tout le monde. Puis là, après, il se lève. J'aime déjà ça. Ouais. Puis ça, c'est vraiment l'élément qui déclenche toute la série, parce que après que ce soit levé, là, les gens font comme « Oh, OK, on peut-tu passer à d'autres choses? » Puis là, la conférence continue, mais lui, évidemment, il est marqué par ça. Puis là, après, il commence à enquêter sur la compagnie de chaises.
Et là, il se retrouve, il commence à enquêter, puis il trouve plein d'affaires. Tu sais, genre, il appelle au service à la clientèle, il n'a jamais la ligne. Un moment donné, il écrit des courriels, il n'arrive pas à trouver une adresse courriel à qui comme adresser sa plainte. Puis plus ça va, plus il s'engouffre là-dedans. Puis surtout dans le premier épisode, tu dis, OK, ben c'est juste lui qui vire fou, tu sais, mais finalement, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette compagnie de chaises-là. Ça. Wow. Et il se fait attaquer par une espèce de mafioso cheap dans un parking. Puis là, plus tard, dans les autres épisodes, il devient ami avec ce mafioso-là. Puis là, ils commencent les deux à enquêter sur des affaires. Et dans tout ça, lui, il a une famille. Puis tu sais, genre, sa femme est normale. Ses 2 enfants sont normaux. Mais lui, il est comme dans sa série de sketchs, puis il est intense. Mais c'est drôle parce que ça fonctionne. Parce que justement, à cause il semble vraiment avoir quelque chose derrière la compagnie. Puis là, plus il creuse, plus il trouve des affaires qui n'ont pas d'allure, mais il s'engouffre là-dedans, il se fait pogner dans des histoires qui n'ont pas d'allure. Et c'est excellent. Bon. Puis, tu sais, je pourrais vraiment en parler longtemps parce qu'il se passe tellement d'affaires, mais je veux pas trop en dire. Ça vaut la peine. À date, je pense que le 6e épisode est sorti hier. Je sais pas combien il va en avoir, peut-être 10. Mais c'est bon. C'est des épisodes d'une demi-heure. Ça s'écoute super bien. Si vous aimez son genre d'humour et son genre de personnage, ça fonctionne. Mais aussi parce que ça fonctionne parce qu'il est mis dans un monde plus normal. Réaliste, dans ses sketchs, souvent, même les gens alentour sont étranges. Là, oui, il y a du monde étrange quand il commence à tomber dans son monde d'enquête et de conspiration de la compagnie, mais il y a aussi son monde normal de sa job. En tout cas, il y a un ton qui réussit à mixer les deux. Puis c'est humoristique quand même? Ça reste humoristique? Oui. Okay. Oui, c'est toujours humoristique. J'avais beaucoup aimé Friendship avec Paul Rudd puis lui, puis je le connaissais pas avant de ses sketchs, puis j'ai tombé en amour avec ce personnage-là. C'est le cringe, c'est la dose du cringe parfait, là. C'est brillant. Son jeu est brillant. Friendship, je sais que c'est pas lui qui l'a écrit, mais je serais très surpris d'apprendre que le réalisateur, qui a aussi été le scénariste, l'avait pas en tête quand il a écrit son scénario, parce que c'est la clair. Bonne zone. Cool. Rappelle-nous le titre. The Chair Company. Fait que, si vous avez mis Friendship, c'est vraiment dans le même genre. OK. Oui, je vais aller écouter absolument. Je vais le rajouter à ma liste, parce que là, j'en ai parlé, mais je suis sur Welcome to Derry. OK. C'est bon? C'est pas super bon. C'est un peu bizarre, le rythme et le ton est bizarre. Je sais pas comment expliquer. Il y a une séquence dans le dernier épisode qui est clairement sur du green screen, là, mais c'est très cheap. Genre, ça m'a surpris à quel point c'était... Genre, c'est Andy Muschietti qui réalisait ça. Ah non, c'était peut-être pas lui pour cet épisode-là, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas comment dire. Le ton est particulier. Comme ça vire un peu soap par moment, puis... Je suis pas trop sûr. Les moments où la créature est impliquée, là, le hit ou le... C'est Pennywise. Là, Pennywise, mais on le voit pas encore. Il n'est pas encore là dans les petits épisodes que j'ai vus. Sur les 4, puis il y en a 8 au total. Puis il va y avoir 3 saisons. Ça va revenir dans le passé à chaque fois. Chaque saison est sur une période de 27 ans. Mais il y a comme c'est pour ça les 27 covers. C'est ça! Pennywise et Rob Liefeld. Ça expliquerait tellement d'affaires. On n'a jamais vu les pieds de Pennywise. Mais on l'a vu quand il danse. On les a vus en esti, ouais. C'est vrai, on les a vus. C'est des très gros pieds. Il est énorme. Mais les gags, pas les gags, mais les séquences d'horreur sont très bien faites, très horrifiques. Mais au-delà de ça, c'est le package autour. L'histoire, je suis pas très convaincu encore. Mais bon, je l'écoute parce que je suis quand même fasciné, mais je suis pas convaincu. As-tu regardé de Walk ou de Long Walk? Je me souviens pas je l'ai titre qui est récemment sorti. Oui, j'en ai écouté une autre adaptation de Stephen King. Je pense que j'en ai parlé avec Yoann, mais je suis pas certain, ou je l'avais noté puis j'en ai pas parlé. Désolé pour les gens qui ont écouté l'épisode, mais je me répète, mais c'est une adaptation d'un livre qui était signé par son acteur. C'était quoi ton autre plume? Richard Bachman? Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est un livre qu'il a écrit sous cette plume-là. Techniquement, il l'a écrit avant Carrie, mais ça a été publié après. Okay. Là, c'est un film d'1h42 peut-être. C'est très court. J'ai full aimé ça. C'est du réalisateur de I Am Legend. C'est super efficace.
OK. Je serais curieux de lire le livre parce que j'ai l'impression que le livre creuse un peu plus sur certaines thématiques qui sont exploitées dans le film. Mais le film comme tel est terrifiant. Là. C'est pas. J'ai full aimé mon écoute. Puis j'en avais parlé aussi, désolé encore une fois si je me répète, mais j'ai écouté The Black Phone 2. Puis c'est de la merde. Je comprends pas que les gens qui ont aimé ce film-là, il y a eu des bonnes critiques, autant que j'ai aimé le premier. Ouais. Le 2, voyons, j'essaie d'y trouver des qualités rédemptives, mais j'ai de la misère. Là. C'est très particulier comme film, encore une fois. Mais écoutez, fiez-vous pas à moi. Si vous avez aimé le premier, allez l'écouter. Ouais, au moins. Ouais, c'est ça. Vas-y donc, Laurent, il te restait quoi? Je vais vous parler d'une bande dessinée. Lis ça, toi, de la bande dessinée. Ça m'arrive. Une bande dessinée qui est... dans la BD européenne, le western, c'est jamais mort. Laissez-moi vous dire. Ils en sortent Ils en font encore? Ils en font plein. Ils en font plusieurs par mois, puis ça se vend. Il vient d'en sortir une qui s'appelle... on les appelle Junior et Senior. Que j'ai lu parce que, le scénariste ne me disait pas grand-chose. Il a écrit des Assassin's Creed, moyennement intéressé. Le dessinateur, d'habitude, dessine de la fantasy un peu réaliste, moins mon bag aussi. Sauf que là, les deux personnages qui sont donc appelés Junior et Senior, j'étais comme, mais ma parole, ceci est Bud Spencer et Terence Hill. Oh, là, tu parles? Oui, ben c'est ça. Fait que je suis comme, je suis un peu intrigué quand même. Je vais aller checker de quoi ça a l'air. Puis finalement, j'ai vraiment trippé ma vie. C'est pas eux. C'est eux physiquement, mettons. Là. T'as un gros bourru puis un grand tombeur de ces dames. Ils sont des frères. C'est des bandits. L'histoire commence, ils sont en prison. Puis il y a comme un gars, c'est pendant la guerre des sécessions, il y a un gars qui... un sudiste qui est comme en campagne électorale. Puis là, il est comme, mon adversaire, il va gagner, mais je sais qu'il y a une petite fille de cachée dans un pensionnat. Puis là, il s'en va chercher les deux gars en prison, puis ils sont comme, ramenez-moi cette petite fille-là, je vous donne de l'argent, puis je vous rends votre liberté. Fait que là, les gars sont comme, yeah, whatever, pourquoi pas. Fait que là, ils débarquent dans un pensionnat, sauf qu'il y a plein de petites filles, puis ils savent pas lire, fait qu'ils savent pas laquelle est laquelle. Puis les petites filles sont comme, on va pas vous le dire. Puis là, ils sont comme, OK, fuck off, on prend toute la gang, les 6 petites filles, puis on gérera ça plus tard. Puis là, tout l'album est une genre de cavalcade de, genre, les gens du pensionnat essaient de les récupérer, il y a comme le père d'une des petites filles qui essaye, les méchants et tout, puis comme dans tout bon Bud Spencer et Terence Hill, ça se crisse des taloches à tout bout de champ, puis ça finit en bagarre générale. C'est vraiment comme une fuite en avant. Ça m'a beaucoup fait penser à L'Esprit du camp. De Axel Lenoir. Okay. Parce que les petites filles ont la même énergie chaotique good que les petites filles dans L'Esprit du camp. Je sais pas si les vous enfants rappelez, dans L'Esprit du camp, ils sont... c'est ça. C'est comme elle et comme elle, je veux pas être là, j'ai ça être dans un camp de vacances. Puis là, les petites filles sont comme... C'est complètement le chaos, mais en même temps bienveillant, puis c'est divertissant. Puis je trouve qu'il y a exactement cette énergie-là dans cet album-là. Le dessin, moi, je suis vraiment surpris par ça. Ce gars-là, il a fait genre Elric, qui est comme une adaptation de Michael Moorcock, assez sérieuse. Il a dessiné un Torgal très réaliste. Puis là, le dessin, il est comme vraiment plus stylisé, fluide. Les petites filles sont comme vraiment cute, mais tu sais, comme le dessin est plus simple et un peu plus cartoon, mais cartoon genre Tex Avery cartoon, un peu genre. Pour vrai, chaudement recommandé. J'ai vraiment eu... C'est un numéro, c'est une série? Pour l'instant, tu sais, ça dit fin de l'épisode. Il y a une histoire qui est conclue quand même. Tu sais, moi, je suis satisfait avec ça, si jamais, mais ça présume qu'il y a... C'est tout le temps ça, là. Il n'y a pas de 1 sur le cover. On présume que si ça marche, il y en aura d'autres. Mais honnêtement, j'ai eu un fun noir que je ne soupçonnais pas en ouvrant le livre. Moi, je veux mon Shérif Junior 2, par exemple. On le souhaite tous un jour, mais c'est pas... C'est pas demain la veille. Tu sais, c'était resté quoi? Rappelle le titre, s'il te plaît. Ça s'appelle « On les appelle Junior et Senior ». D'accord. Toi, Simon, te restait quoi? Te restait quelque chose? Non, il me reste plus rien. Rien, moi, rapidos. Juste vous dire que, tu sais, il y avait eu une annonce concernant l'acteur Dan Driver, qui avait essayé de développer une suite à son personnage de Ben Solo après le film
Star Wars de Rise of Skywalker. Voyons, j'ai trop de Star Wars, Star Trek dans ma tête, je cherchais le titre. Donc, c'est un film qui a essayé de développer avec Steven Soderbergh. L'annonce, ça date de quand même quelques semaines. Là. Je pense que c'était au fin octobre. Puis finalement, le projet avait généré beaucoup d'enthousiasme au sein de Disney. Puis c'est finalement allé aux têtes dirigeantes, dont Bob Iger, puis ils ont décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet-là. Malheureusement. Donc, c'est tombé à l'eau. Et dans une entrevue récente, Adam Driver en a parlé. Il dit non, ça se passait après The Rise of Skywalker, ça avait mis en vedette Ben Solo, qu'on pensait mort dans le film, mais on le ramène, puis bon, on avait un plan pour ça. Et là, il y a des gens qui sont comme vraiment motivés dans leur fandom de Star Wars, qui ont commencé à mettre... Of course. Mais au moins, ils sont proactifs, contrairement à ceux que je déteste sur Internet, qui sont excessivement toxiques. Ils ont commencé à mettre dans des villes stratégiques comme New York et LA des posters de la face d'Adam Sandler, style, pas Adam Sandler, Adam Driver, où on voit, on le voit comme style perdu, là. Perdu, c'est marqué The Hunt for Ben Solo. Puis ils ont mis ça un petit peu partout dans la ville. Ils ont même commencé à faire voler au-dessus des studios, des bureaux de Burbank de Disney, des avions à banderole. Ben non, ça existe encore. Ça existe encore, ça a l'air. Il y a du monde qui paye pour ça. Sur lesquels on peut lire, sur la banderole, Shareholders want the hunt for Ben Solo. Donc, les actionnaires veulent la chasse de Ben Solo. Donc, je ne sais pas si éventuellement ça va faire fonctionner pour faire pression, mais clairement, il y a un intérêt pour certaines personnes qui sont super motivées. Il y a du monde prêt à mettre de l'argent là-dessus, on dirait. Ah ouais, il y a du monde qui ont du fuck you money. Hein. Moi, j'ai pas ce genre d'argent-là. Là. Ça doit coûter cher quand même payer un pilote pour aller faire voler une banderole au-dessus d'un bureau. Mais c'est ça. Fait que ce que j'avais comme petite nouvelle funny pour finir ce bloc-là. Si t'avais rien d'autre, Laurent, on va aller de l'avant. Hey, j'ai peut-être 3 petites rafales. Mais vas-y, rapidos. Il semblerait que quand on tombe dans le domaine public maintenant, on n'a pas le choix de devenir un tueur dans un film d'horreur. Oui, c'est un peu la gimmick. Là. Je pense que tu vas parler de Betty Boop. Oui, exactement. On vient d'annoncer cette semaine que la nouvelle tueuse serait Betty Boop dans un film qui s'appellerait Boop, tout simplement. Oui, hein? Elle serait jouée par Devani Pin, qu'on a pu voir dans des chefs-d'œuvre tels Piranha 3D et Party Bus to Hell. Voilà. Et il semblerait qu'elle va tuer des podcasteurs qui se promènent dans un théâtre. Ah, il mérite. Voilà. Sinon, on a des nouvelles de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Ouais, j'ai vu ça passer. Wow! Hein? On est-tu excité? Ah, non. Le poil est prêt, moi. L'avez-vous regardé, en fait? Non. Ben non. OK. Mais moi, j'ai regardé. Fait que je suis pas excité. Il y a le Godzilla dedans, fait que c'est sûr. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Ça manquait vraiment de Godzilla. Puis ça m'a vraiment fait chier que je me tape une saison entière de tout ça. Puis que dans le dernier film du Monsterverse, genre, tout est ignoré. Genre, ça établissait des choses qui se passaient dans l'espèce d'intra-terre qu'il y a là-dedans. Mais voyons, c'est tout le même univers. Comment ils Je sais, mais tu sais, comme la saison, comme le punch final, c'était que le temps passe pas de la même façon dans l'intra-terre. Okay. Genre, mettons, ils ont comme perdu quelqu'un là il y a 50 ans, puis là, elle a vieilli de genre 20 jours. Puis là, je suis comme, puis là, dans le dernier film, tout le monde y va à tout bout de champ, il n'y a pas de conséquences. Puis je suis comme, pourquoi j'ai regardé ça? Il y avait à peine de Godzilla. Bref, on annonce que cette saison contiendra Godzilla. Ça reste à voir. Contiendra aussi Kong, qui n'était pas dans la saison 1, et contiendra encore une fois Kurt Russell et son fils Wyatt Russell, qui jouent le même rôle, mais à des époques différentes. D'accord. Pourquoi pas? Et la meilleure nouvelle de cette semaine, c'est cette nouvelle où Emma Stone et Jennifer Lawrence joignent leurs forces et deviennent productrices d'un film basé sur Miss Piggy. The fuck? C'est donc oui, j'ai vu ça. Je me suis dit the fuck, mais c'est donc bien hot. Je suis partant. Ça serait donc, elle serait productrice là-dedans. Je ne sais pas s'ils feront d'autres choses. Ça serait écrit par une personne qui s'appelle Cole Escola, qui a scénarisé pour le dessin animé Big Mouth, mais qui a aussi comme créé sa propre comédie musicale de Broadway qui s'appelle Oh Mary. Puis là, à date, la prémisse qu'on voit, ça serait « What if Miss Piggy se fait cancel? » Oh! Elle a fait une joke de cochon?
Ouais, je sais pas. Fait que wait and see, là, c'est pas demain la veille, ça vient juste d'être annoncé que peut-être on travaille là-dessus. Ouais, mais d'ici là, Laurent, on va avoir un special du Muppet Show. Ah oui, c'est vrai. Hein? Oui, 2026, je pense, en plus. J'ai bien hâte. Ah oui, je pensais que c'était à la fin de cette année. Ah, ben écoute, si ça arrive plus tôt, moi, je vais être content. Je vais être content. Cas. Merci Laurent, merci plaisir. Simon. Des petites annonces habituelles. On vous rappelle que pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, si vous pouvez laisser un message vocal, c'est le temps maintenant. Le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode actuel. Il est même sur notre site internet sous le même descriptif. Donc, un message entre, ça peut être quelques secondes à 1 minute et demie. Vous pouvez même écouter le message avant de nous l'envoyer. Donc, ça peut être un souhait de Noël, ça peut être un message pour la fin de l'année. Une question aux frères squelettes. Une question aux frères squelettes. Je serais très intrigué d'entendre une réponse d'ailleurs de la part des frères squelettes. Pas facile de parler quand tu as une cage thoracique qui est complètement vide. Donc, c'est ça. Et plus de cordes vocales, normalement. En même temps, ils parviennent à communiquer. C'est ce qui est surprenant. On les a entendus au podcast. Là. C'est vrai, c'est fou. Anyway, tout est permis ou presque. Donc, le lien est dans le descriptif. Envoyez tout de suite votre message pour le spécial de Noël que je vous rappelle. Et le lundi 22 décembre, on fait ça en direct. C'est toujours un spécial qui est plus visuel aussi, en espérant que vous soyez avec nous le lundi 22. Sinon, on a un Patreon si vous voulez encourager les mystérieux étonnants, faire en sorte qu'on poursuit à faire le show semaine après semaine. Le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. En échange de votre contribution Patreon, qui est l'équivalent d'un café par mois. Vous avez Bifurcation, un podcast que je fais avec deux de mes amis, Antoine Pontbriand et mon ami Rémi Fréchette. On va faire deux épisodes supplémentaires sur King. On l'a couvert un peu durant le mois d'Halloween, mais on va couvrir la mini-série de Shining et le film Maximum Overdrive. Pourquoi? Parce que ça nous tente. Voilà. Il y a Green Goblin dans Maximum Overdrive, puis Shining, il paraît que c'est quelque chose. La mini-série, pas le film. Donc ça s'en vient dans pas long. Faites en sorte également que... Ah oui, ça aussi, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Donc, quand vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien vers le Discord. On partage des articles, on discute de plein de sujets liés à la geekness, aux trucs un petit peu nerd. C'est très, très large, en fait, aussi. On parle d'actualité de temps en temps, mais on garde ça léger. On écoute de la lutte. Hier, on a écouté Blood and Guts, le dernier spécial de... C'était même pas un spécial, mais ça filait comme un spécial, mais le dernier show de la AEW, c'était bien le fun. On a écouté ça en gang sur le Discord durant la soirée. Vous faites en sorte que votre contribution permet de faire Terre Kaiju, Terre Humaine chez Isidore et Noël chez Isidore. J'imagine que Simon, là, tu vas sentir l'appel de Noël chez Isidore avec... moi, oui. Il faut mettre de la pression sur Étienne. C'est lui qui est occupé. Ah, OK. Là, OK. Ben, je vais y faire de la pression. Je vais y envoyer un message demain pour y faire de la pression. On est disponible partout. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site Internet. On garde juste les 300 dernières sur le fil RSS. Le reste est sur notre site Internet, tout y est ou presque. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes qui réussissent à démanteler notre belle démocratie, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Wolverine, ou Ultimate Wolverine Volume 1, de Ultimate Winter... Attends, tabarnak, c'est donc bien un autre gros nom, ça. Ultimate Wolverine Volume 1, de Winter Soldier. Voilà, c'est dit. Excellent. Bon, parfait. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une BD, un comic book de Marvel Comics Ultimate Wolverine Volume 1 de Winter Soldier de Christopher Condon et Alessandro Cappuccio. On est dans l'univers Ultimate rebooté par Jonathan Hickman il y a presque 2 ans de ça. D'ailleurs, univers qui va bientôt prendre à sa fin. Mais d'ici le renouveau du Ultimate Universe, qui est dans une continuité qui lui est propre, en plus du titre des Avengers principal, qu'on appelle The Ultimates, il y a plein d'autres séries qui ont été lancées, dont X-Men, dont Spider-Man, dont aussi Wolverine. Et donc, c'est une version alternative du personnage de Wolverine qu'on connaît, où on joue un petit peu avec ses origines. Le statu quo aussi de l'univers a changé. On est dans un monde où la plupart des mutants sont utilisés à des fins de recherche parce que le monde est contrôlé par une cabale qui est composée de Colossus et sa sœur Magic, mais dans l'univers Ultimate, et Omega Red. Et Omega Red, dans cet univers-là, ils sont des vilains. Et donc, il y a une opposition de mutants qui sont un peu l'équivalent d'une résistance qui s'appelle The Opposition, qui sont composés de Gambit, Wolverine à un certain moment, Psylocke et autres personnages connus qu'on connaît des X-Men. Mais c'est à peu près là où la ressemblance se finit. Voilà.
C'est une phrase qui fait du sens? C'est ça. Fait que donc, on est lors d'une opération des Opposites contre cette cabale. Il y a un homme qui est laissé derrière et on comprend éventuellement que c'est Wolverine, qu'on lui injecte de l'adamantium parce qu'il peut survivre à l'opération. Donc, l'adamantium fusionne après ses griffes, après son squelette, comme dans la BD. Et un peu à la manière du Winter Soldier qu'on a fait avec Bucky dans l'univers 616, le cerveau de Wolverine est lavé pour en faire une arme parfaite qu'on va utiliser à notre gré du côté de la cabale. Donc, éventuellement, Wolverine va croiser le chemin d'anciens alliés qui vont essayer de le ramener dans le droit chemin. Il va avoir un affrontement avec Sabretooth, puis on va réussir à le ramener à ses sens. Et c'est comme ça que le premier numéro se termine. D'ailleurs, on vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, peut-être faire pause et y revenir quand vous aurez lu la BD, parce qu'on va rentrer dans les détails. Avant d'en parler justement en détail, on va faire le tour rapidement, savoir si vous avez aimé ça. On va commencer avec Simon qui est à la maison. Vas-y donc, Simon, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Ultimate Wolverine Volume 1? J'ai bien aimé ça, même que je voulais continuer à les lire. J'ai quelques réserves, évidemment, mais c'est rien qui m'a empêché d'aimer ma lecture. J'ai trouvé que ça se lisait très bien, l'action était bonne. Voilà. Toi, Laurent? J'ai pas tant trippé, moi. Je trouvais que, mettons, tu sais, on l'a déjà lu Weapon X, puis on l'a déjà lu le Winter Soldier. Puis je suis comme... C'est la même... Je trouve ça un peu la même affaire, mais là, tu sais, je trouve... C'est le fun, les Elseworlds, mais comme là, ah non, Wolverine tue des versions alternatives auxquelles je ne suis pas attaché. Ben, OK. J'y reverrai plus, I guess, parce que je suis comme... J'ai pas eu d'implication émotive. Ce que tu es en train de dire, Laurent, c'est comme dans un épisode de Star Trek où il y a une faille temporelle et tout l'équipage finit par mourir, mais tu sais qu'ils vont revenir à la fin de l'épisode parce que on est dans quelque chose d'alternatif. Oui, probablement que c'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire. Mais ouais, fait que j'étais comme, je suis pas désagréable, là. Mais j'ai pas trouvé ça signifiant, mettons. OK. J'ai pas détesté ça, mais j'ai quelques réserves quand même. Je pensais m'attendre à vraiment plus aimer. Mais ça, j'ai full aimé Ultimate Invasion. J'ai full aimé Ultimate Spider-Man. Les deux étaient écrits par Hickman, il faut dire aussi. Fait que je m'attendais, je pense que pour moi, ce univers-là, Ultimate, la barre était haute. Fait que je m'attendais à quelque chose tout aussi enlevant pour la nouvelle origine de Wolverine. Puis comme justement rien n'est sacré, plein de personnages peuvent mourir. Il n'y a rien qui nous empêche de tuer. Et on le voit d'ailleurs, je pense que c'est... Comment il s'appelle? Le mutant qui disparaît tout le temps. Nightcrawler. Nightcrawler, bon, sa version alternative meurt ou sans mourir. Il n'y a rien de sacré, fait qu'on peut faire n'importe quoi. Mais j'ai eu l'impression d'être un petit peu laissé sur ma faim. Puis, autant que j'ai aimé le nouveau design avec le masque de Wolverine, je n'ai pas trouvé que le dessin, par moments, on dirait que c'était très confus. C'est là où je décrochais. Mais j'ai aimé ça, mais j'ai pas aussi autant aimé ça que je pensais. Mais allons dans ce que tu as aimé, d'ailleurs, là, Simon, là, pour qu'on soit pas juste négatif. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché autant, tu penses, contrairement, mettons, à moi ou Laurent? Je réfléchis, là. C'est correct. Je pense que j'ai aimé le côté, c'est une BD d'action très simple. Wolverine. Oui, on l'a déjà vu se faire brainwasher dans plusieurs histoires. Puis, tu sais, c'est rien de surprenant. Il y a comme... Mais je pense que j'ai aimé qu'on explore le monde des mutants à travers cette BD-là dans l'univers de Ultimate parce que, oui, il y a Ultimate X-Men, mais c'est tellement différent, Ultimate X-Men. Ça se passe majoritairement au Japon. C'est des personnages adolescents ou des jeunes adultes. Puis, c'est Peach Momoko qui le fait. Fait que le dessin est différent, les thèmes, l'histoire, tu sais, c'est pas... C'est ça, c'est un X-Men très différent. C'est pas l'équipe d'Xavier, là. Non, c'est ça. Fait que j'étais curieux de voir comment les mutants allaient être traités dans cet univers-là. Puis
je pense que ma curiosité m'a rendu a fait que j'ai aimé ma lecture, mais ça répondait pas tant à mes questions malgré tout. OK. Mes réserves sont là parce que autant dans l'univers Ultimate, on nous explique souvent comment que les personnages sont pourquoi ils sont rendus à ce point-là. Ou Spider-Man, vu qu'il n'a pas eu ses pouvoirs, ben là, il y a une famille et tout ça. Là, on nous explique pas tant l'historique de tous les mutants là-dedans. T'sais. Fait que il y a aussi, moi, en tant que fan, mettons, de Colossus, que Colossus, quand il est bien écrit, c'est un gars qui a c'est un cœur sur des pattes. Là, c'était le cœur de X-Men pendant longtemps. Puis là, qu'est-ce qui ferait qu'il est rendu comme ça? Je pense que c'est des questions qui peut-être qu'ils vont être répondus plus tard dans d'autres numéros, mais l'univers, pour moi, était pas si développé. Fait que je réussissais à me concentrer plus sur qu'est-ce qui se passait avec Wolverine et, ça... J'ai de la misère à l'expliquer pourquoi j'ai aimé ça. Penses-tu que t'as aimé ça parce que, entre autres, parce que t'avais lu justement des X-Men puis t'avais quelque chose de différent ou... Ben probablement, puis parce que justement, toutes les possibilités étaient là, fait que j'étais comme, OK, j'en veux plus, expliquez-moi, montrez-moi qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est comme une porte d'entrée avec Wolverine, puis l'action était bonne, j'ai trouvé des séquences qui étaient bien dessinées. Ouais. Surtout la confrontation contre Gambit, tout ce moment-là est excellent. Ouais, j'ai trouvé ça poche que dans un trade de 6 numéros, il y en a un qui est dessiné par quelqu'un d'autre. Oui. Ça arrive de plus en plus, ça. Je sais. C'est fou, ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est une question de sûrement de temps, puis d'horaire, puis tout ça. Mais je trouve ça plate que, tu sais, il aurait pu faire les 6 numéros, puis après, on change de dessinateur, tu sais. Parce que le numéro dessiné différemment, qui mettait en vedette, entre autres, Sabretooth plus normal, pas psychopathe, j'aimais mieux les dessins de celui-là. Moi aussi, c'est la même chose que je me suis dit. Ouais, c'est malheureux. J'ai pensé la même chose. En fait, c'est un upgrade comparativement à ce qui est fait auparavant. Fait que je trouve ça triste que ce soit pas lui qui l'a dessiné dans l'ensemble de la série. Puis, autant qu'il y a des belles... Moi, j'aime beaucoup la séquence avec Gambit. J'ai l'impression que le dessinateur il a mis le paquet dans ce numéro-là. Il est pas complètement dégueulasse, mais il y a des moments où je trouvais ça... J'étais plutôt déçu. Je pense que c'est les couleurs. Les couleurs, le rendu, il y avait de quoi. C'était très nerveux. Tandis que le dernier numéro, c'est plus intimiste. Si ça se passe dans un bar, on comprend que c'est comme un peu comme pour les esclaves à l'époque. Là, c'est le Underground Railroad. On comprend que c'est comme un passeur genre de mutants. Donc, c'est Sabretooth qui est ami dans cette version-là aussi de Wolverine. Puis, on comprend que Wolverine a déjà fait partie de l'équipe des Ultimate, de The Opposite. Fait que les gens le pensent mort, mais à travers leur dialogue, tu comprends que ça a déjà été un de leurs alliés. Mais il y a de quoi dans cette histoire-là que j'ai comme... Tu sais, il y a une histoire, il y a un numéro, presque l'entièreté. C'est des loups contre un carcajou, je pense, dans une forêt. Puis là, c'est narré à la manière de... Il se passe une action dans un autre lieu. Tu comprends que c'est comme une représentation graphique de quelque chose qui se passe, mais c'est Wolverine qui est dans un genre de laboratoire puis qui pète une coche. Puis quand l'illusion, le rêve, le songe finit, il est lui qui est entouré de corps. C'est fort, mais ce moment-là, pour s'y rendre, là, je t'avouerais que moi, les mots ont fait... Moi, j'ai trouvé que c'était du filler, ce numéro-là. J'ai trouvé que c'était du filler. Vous êtes déjà là, puis tu sais, comme au 3e numéro, là, j'étais comme, vous êtes déjà en train de tirer la sauce de même, là. Le reveal est hot, mais tu t'attends à ça, mais la ride ça aurait pu durer 4 pages. Ça est long, elle est vraiment longue. J'ai fait, OK, à ce moment-là, moi aussi, j'ai senti que c'était un petit peu du feeling, du fill-in, donc on rajoutait, on épissait la sauce. J'ai comme avancé les pages parce que je voulais voir c'est qui parle, là. Je suis tanné de pas savoir c'est qui. Puis on ne sait pas, c'est juste du monde random. Mais quand j'ai recommencé à lire, j'ai fait comme, OK, je vais me laisser aller là-dedans. Puis j'aimais quand même le gars qui arrêtait pas de dire, pourquoi il me regarde tout le temps?
Pourquoi il me regarde? Oui, non, mais Ça, pourquoi je- il me regarde? Ouais, c'est ça. Mais non, mais je comprends, là, tu sais. Puis je pense que même, on dirait que après les 2 premiers numéros, chaque numéro est tellement différent pour, comme, la structure puis l'histoire. Il essaie de diversifier, on dirait. C'est ça. J'ai comme l'impression que c'est comme juste le début d'une nasty de longue affaire. Mais Ouais, là, peut-être. en sachant que l'univers va arrêter, Dans pas long. ben c'est comme... Ah, peut-être que, tu sais, il y avait peut-être de quoi de le fun qui allait venir, mais là, on ne saura peut-être jamais. On n'a jamais su si le Ultimate Universe devait finir après 2 ans. C'était tout ça le plan depuis le début, ce nouvel C'était univers pas Ultimate, supposé. Il y a bien C'était des pas auteurs supposé. qui sont surpris. Ouais. Ah, Ouais, ok. Je savais pas. Ouais. Est-ce que c'est une question de vente ou d'organisation, tout simplement? Je sais pas, des rumeurs que Marvel veut rebooter des affaires aussi. Fait que peut-être qu'ils veulent se débarrasser de ça, mais c'est. Il n'y a rien de clair là-dedans. C'est juste une décision éditoriale. OK. Ben écoute, moi, c'est ce que j'aime à date, c'est que tout ce que j'ai lu, je trouvais que c'était très tight, je me répète. Puis là, j'ai l'impression d'avoir un produit un peu moins efficace, qui a un peu moins sa propre entité. Mais j'ai pas détesté ma lecture. Tu sais, je veux dire, je pense qu'au total, ça m'a duré 45 minutes, 1 heure lire tout ça. Mais il y a des numéros que j'ai senti justement qu'on épicissait un petit peu la sauce, comme le numéro de Songe. Même la séquence finale, ça se passe dans un genre de rêve, qu'on essaie de le ramener à lui. On utilise un télépathe ou une mutante, je me souviens plus trop. Mais Puis t'es comme, ouais, ok, on vient de le faire, là, cette technique-là, dans l'esprit de Wolverine, là, puis on conclut la BD avec ça. je trouve ça intéressant ce que tu dis, Simon, sur le... C'est vrai que, avec le recul, je trouve que ça manque de lore. Ouais. En Ouais. fait, c'est ça qu'on aime de toute façon de l'univers Ultimate, là, c'est comme que les pions soient placés différemment de ce Ouais. qu'on connaît, mettons, tu sais. Ouais, bien Puis dit. là, c'est parce que ça n'a pas l'air travaillé, tu sais. Comme si on avait pigé dans le sac, le petit sac de lettres de Scrabble, là, puis on a comme ouais. pigé Colossus, Omega Red, bon, eux autres, c'est les méchants. Et là, Wolverine Là- va affronter Ouais. Mo. Ouais, ben pour vrai, j'ai vraiment un feeling de mettons mot avec cette BD-là. Tu sais, Ouais. c'est comme si. C'est ça, c'est comme s'il y a de quoi de. Le lore est vraiment comme garoché vite fait, puis pas super important. Tu sais, même cette histoire-là de résistance et tout. Ah, bon, I guess ça va être les Américains qui sont arrivés là. C'est comme pas clair. Le bout avec Jean Grey qui est comme soumis, atrophié au cerveau du professeur Xavier. Moi, J'ai comme, OK, ça, ils ont essayé de quoi, Quelque ça? chose là je suis que quand je sais même pas c'est pour. quoi. Moi, j'ai pas lu que c'était le J'étais cerveau. intrigué. Je savais pas que c'était Ouais, le c'est cerveau du professeur Xavier. Je pensais que c'était son cerveau à elle. Ah, moi, j'avais compris que c'est le cerveau de Xavier qui euthanasie, tu sais, en tout cas, qui utilise pour soumettre Jean Grey, qui utilise elle pour soumettre d'autres experts. En tout cas. Ouais. ok. J'ai manqué ça, je me souviens pas Ben, du cerveau. j'ai Je me souviens peut-être- juste de Jean Grey. Tu sais. Ouais, moi ben, c'est aussi. ça. Ben, tu sais, comme je suis comme, OK, ça, il essaye de quoi, tu sais, mais tu sais, le reste du temps, c'est un peu. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu. Peut-être quelque chose garoché. qui va avoir des répercussions plus tard, mais pour l'instant. Êtes-vous d'accord avec la relation Gambit et Kitty Pryde? Moi, j'aime ça. Moi, Ok. j'aime ça. Ça me dérange pas. Ça Ben, te choquait en tant que Non, fan des non, X-Men? je suis juste curieux. moi, J'ai jamais pensé à ces deux-là ensemble. Mais c'est pour Puis ça là, qu'il y a. moi, quand il l'a appelé c'est ça. Minou, j'étais. Ouais. Ouais, moi aussi. Je te l'ai envoyé même. Mais aussi, d'ailleurs, il arrête pas d'appeler Wolverine un roux-garou. Oui, j'ai pas Là, de je suis comme. Ouais. Là, j'étais confus. Je me suis beaucoup demandé, comme, il essaie-tu d'écrire loup-garou, mais comme. C'est son accent? Là. Y a-tu vraiment. Ou ils ont juste botché leur français comme d'habitude? Écoute, là, ils n'ont plus d'excuses. C'est Marvel, juste une ça fait des expression. années. Là, vous avez accès à Google Translate, Dipple. Non, mais c'est parce que, tu sais, comme rendu là, il faut que tu aies googlé werewolf. Mais oui, mais c'est ça l'affaire. Mais ça va jamais te donner roux-garou. Mais non, mais c'est ça mon Si au point. moins C'est il qu'il n'y a pas l'appelait d'excuses. Carcajou. Il n'y a pas Ouais. d'excuse que ça soit tout le temps des affaires weird de même. Puis, tu sais, à la limite, quand Gambit dit... Parce que Gambit le fait souvent dans les comic books, là, il appelle quelqu'un homme, parce que Ah, man. ouais, man, Ça, on ne ouais. dit pas nous autres. Non, c'est ça. On dit même man. C'est Lost in Translation. Ça, je comprends qu'il y a quelque chose qui est perdu. Mais là, Mais tu as un c'est-tu- terme qui n'est même pas employé. Ouais, Ça mais là, existe. je me dis peut-être c'est son accent, tu sais, comme je vois. Non, je Moi, pense pour pas. moi, Gambit, c'est un gars qui dit roux-garou.
Tu sais, Mais il peut dire ce on qu'il dirait veut. que je trouve ça moins offensant que homme. Tu sais, je suis comme, peut-être de quoi comme il y a de ses la- propres petites la expressions Nouvelle-Orléans. funky, là. Qu'est-ce que t'as dit, Simon? C'est peut-être de quoi plus avec de la Nouvelle-Orléans, son accent français, Ça se peut, mais Ouais, c'est ça. Peut-être une plus traduction. New Orleans, tu sais, comme quand il dit homme. Peut-être qu'eux, ils disent ça. Peut-être ils J'en disent. doute, là, mais J'en doute aussi. j'ai jamais entendu ça. Là. Non, moi J'ai non plus. jamais entendu ça dans aucune toune de Zachary Richard. Fait que si t'as pas entendu ça dans la tourne de Jacques Richard. Ouais. Par contre, j'ai pas googlé roux-garou non plus. Oh, fais ça live, man. Ouais, c'est ça que Oh, je fais. wow, c'est ça, bon de la c'est bonne hot. radio, ça. Hey, le roux-garou, avec tout plein d'orthographes différentes, est une créature lycanthrope appartenant au folklore des communautés francophones de Louisiane et des Laurentides. Oh shit, Hey, on s'est fait tourner. notre gueule, hein? Ils s'est ont fait leur tourner. recherche. On s'est fait C'est tourner. nous qui connaissons rien. Nous sommes les crétins. Ouais. Wow, bon de il y se a le une faire page rappeler. Wikipédia puis tout. Wow. Hein? Fait que Noël, Nos gueules. voilà. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je t'avouerais que un des défauts de la BD, en fait, c'est peut-être la manière que mon cerveau fonctionne, c'est que je me souviens pas de grand-chose. Puis ça c'est habituellement Ouais. signe que mon cerveau Mais il se passe est pas prêt à l'évacuer. énormément de stock. Non. Non. Pour 6 numéros, il se passe pas grand-chose, en fait. Ouais. Il s'est battu contre des loups. Ouais, dans un songe. Hey, vous êtes en train de me faire changer d'idée, vous. Mais non, mais il faut Ah, pas. non, il faut aimer ce qu'on aime. C'est On correct. est des vieux Non, mais- grincheux. Non, mais je pense que moi, je suis plus positif juste parce que quand je l'ai lu, ben, j'ai fait comme, c'était bien. Oui, pour l'instant. J'ai aimé ma lecture, j'ai le goût de Oh. continuer. Mais Puis t'en tu sais, as lu en maudit là, du X-Men là, Ouais. puis du Wolverine. Là, fait que c'est un peu normal. faut dire aussi que ça fait comme une semaine que j'ai recommencé à lire plus Mhm. parce que maintenant je m'endors moins quand je lis. Fait que j'étais comme Ah ouais. peut-être juste content de lire. Oui, ça c'est peut-être ça. Voilà. C'est peut-être ça. T'étais comme surpris de lire puis pas t'endormir en même temps. Ouais, c'est ça. Excellent. Avez-vous un dernier truc à rajouter, messieurs, avant qu'on se laisse? Je pense que si vous aimez les X-Men et le monde Ultimate, jetez un coup d'œil sur Ultimate X-Men à la place. Je pense que c'est plus intéressant. Allez, C'est merci. très différent et c'est Ouais. c'est ça, Ultimate c'est pas des X- personnages tant connus, mais ça vaut la peine. Ultimate X-Men et la page Wikipédia du Rougarou. Vous aurez complété tout ce qu'il vous faut. Excellent. Merci Simon, merci Laurent, merci à vous à la maison. On vous rappelle que le lundi 22 décembre, il y a le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants, live sur les différentes plateformes sur lesquelles on diffuse. C'est notre dernier show du mois de l'année 2025, dis-je. Allez nous laisser un message vocal si vous avez l'occasion cette semaine. Ça va arriver très très vite, là. On est déjà presque à la fin de novembre. Samedi, c'est le 22. Puis après, ça va dégringoler. Fait que faites-le tout de suite. Là. Envoyez-moi pas ça à la dernière minute, la veille là, que je coupe ça. Je pourrais pas, je vais être occupé au sapin les boules. Je vais être full fatigué. Ça sera impossible pour moi de faire 2 affaires en même temps. Donc, merci. On se revoit bientôt. À la semaine prochaine. Faites attention aux autres. Ciao. Bye. Bye.